Et bonne année, bonne santé, avec quand même 16 jours de retard, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas Yurko? Oui, bien sûr. Et oui, Ça parce que fait presque un mois, bonne année. 15 jours, plutôt 2 semaines, puisqu'effectivement on enregistre cet épisode avec beaucoup de retard. Avant la reprise du coup des épisodes normaux, on a voulu prendre comme un petit peu de congé, histoire de pas trop non plus prendre la fatigue. Et on s'est dit, parce qu'il y avait quand même quelques petits films dont on voulait vous parler, que on s'est dit que c'était sympa de faire un petit épisode, voilà, de transition, et qui, en même temps, revient un peu aux origines, parce que je sais pas si tu te souviens, Urko, mais il y a quand même presque un an, on était que tous les deux et on faisait pareil des épisodes d'1 heure. Voilà, Oui, putain, on en a fait du chemin. c'est beau tout ça. On va du coup vous donner le petit planning. On a deux films qu'on va faire tous les deux, deux films dont un qui est sorti il y a quand même pas mal de temps, mais dont on voulait vraiment vous parler, qui est Unicorn Wars, et le deuxième qui vient tout juste de sortir et qui se nomme Les Rascals. À côté de ça, je reviendrai en bref, même si avec des fourches et d'autres trucs bien joyeux sur Megan. Et enfin, du coup, on verra. Voilà, c'est vraiment, je promets rien pour le prochain épisode. On espère le enregistrer pour du coup la sortie de Babylone et notamment vous parler de Terrifier 2. Mais à côté de ça, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas non plus une organisation de fou en ce moment. Mais du coup, voilà, sachez qu'on espère faire ça. Et au pire, si vous voulez un avis rapide sur Terrifier 2, allez-y, c'est chambé. Mais avant tout ça, avant ce petit programme, je voulais m'adresser à vous. Parce que c'est la bonne année et j'ai pris comme résolution cette année d'être franc. J'ai décidé mais en même temps d'être optimiste. C'est-à-dire que j'ai envie de parler un petit peu de ce que je pense de cette année et aussi un peu de mes espoirs pour l'année prochaine. Et en même temps, j'ai envie de parler de ce qui a été le plus gros point noir de cette année. En vrai, je rigole parce que juste à penser ce que c'est et à penser à qui j'adresse ces mots, à savoir Urko, je sens que ça va mal finir, mais tant pis. J'avais un C'est qu'on point. n'a pas vu assez de films de super-héros, le point noir, cette année. Non, je suis désolé, mais du coup, je voulais vous parler 2 minutes, et avec vraiment un sérieux qui m'est propre, de l'affaire In the Panda. Je voulais en parler parce que. Voilà. Pas de réaction d'ailleurs de la part d'Urko, qui est estomaqué. Je sais pas, j'ai pas sa webcam. En fait, il faut savoir que du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé cet épisode en disant ça fait quasiment un an. Voilà, je prévois quand même un petit truc pour les un an. Mais ça fait quasiment un an que j'ai fait cette série et il faut savoir qu'en fait, je voulais un peu parler du pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce podcast. Faut savoir que moi, au moment où j'enregistre, je suis pas encore majeur. Je vais bientôt l'être dans quelques jours. Mais ça fait quand même bientôt plus de 2 ans, 3 ans même, que je suis cinéphile, entre guillemets. En tout cas, je me passionne pour le cinéma. Et parmi tous les youtubeurs qui en parlent, il y en a deux sur lesquels je suis tombé, dont un dont je préfère pas dire le nom, parce que ça va m'attirer encore plus de problèmes, mais c'est pas grave. Et l'un d'eux, c'était In The Panda. Voilà, il faut le dire, il faut tout avouer. J'ai appris des trucs avec lui, j'ai découvert des films avec lui. Il y a mon ordinateur qui me dit qu'il y a une protection contre virus et menaces, c'est probablement pas une coïncidence. Bon, je lis ces phrases. Mais Ils t'ont bref, retrouvé. il m'a retrouvé, ça y est. Euh, mais non, mais voilà, j'ai vraiment, ça faisait partie bon, évidemment, c'était celui du cinéma mainstream, mais effectivement, voilà, je me reconnaissais beaucoup en lui, je regardais toujours ses vidéos avec plaisir, et même si je suis d'accord pour dire qu'il y avait quand même pas mal de trucs pas fous, par exemple, moi, Non Movies, ça m'a beaucoup inspiré personnellement. Et à côté de ça, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a fait un podcast qui s'appelle du coup, pardon, Cinéma, qui a duré depuis début 2020, et qui, du coup, alors, pour ceux qui ne savaient pas, du coup, s'est arrêté tragiquement juste avant Halloween, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, des accusations sont remontées cette fois-ci vers de l'officiel, comme quoi ce Monsieur Panda, ou plutôt, je vais pas utiliser le nom de Panda parce que pour le coup, c'est son pseudonyme et son nom entre guillemets de comédien. Victor Bonnefoy, du coup, aurait du coup été impliqué dans des relations sexuelles non consenties. Et évidemment, toute l'équipe du podcast n'était pas consentant, enfin, à continuer ce podcast en sachant ça. Même si, bon, tu vois, je pense qu'il revient à leur cause, c'était quand même c'était plus qu'officieux. Et du coup, le podcast s'est arrêté. Il a redémarré sous un autre format avec notamment. J'ai dit une connerie, mais c'est bien Bégodeau. Enfin, je sais pas, au pire, ça, il y aura un Bégodeau, bip. Bégodeau de la gêne occasionnée, ouais. C'est ça.
Mais au pire, voilà, je changerai au cas où. Mais du coup, voilà, et j'en suis très content. Mais au-delà de dire que mes parents m'ont quand même offert le deuxième livre pendant le cinéma à Noël, ce qui a été un moment entre joie, parce qu'il y a, il y a une interview de Virginie Fira, j'étais trop content, et gêne, parce que voilà. Bah, du coup, je voulais dire que oui, bah, ce podcast a été inspiré par Pardon le cinéma, parce que c'est un genre de. C'est une manière de faire des la critique qui n'est pas en facecam, ce que je trouve au final assez rébarbatif, assez chiant. Euh, et même au final assez limité, avec en même temps la possibilité de vraiment pouvoir être à plusieurs, sans pour autant, parce qu'il faut savoir qu'on n'enregistre pas ensemble, on est en, vous avez dû le remarquer ça, mais on est du coup en distanciel, moi j'habite à Bordeaux, vous habitez à Paris, du coup voilà, ça nous permet de faire des trucs comme ça, sans pour autant qu'il y ait un des décalages vidéo, etc. Et moi j'étais content, et en plus bah, ça m'a permis de m'apprendre aussi un peu le montage, sans pour autant passer par la vidéo, ce qui était un peu plus, un plus gros gap de level. Et ils m'ont inspiré en termes de critique en tant que personne. Et du coup, bah, faut le dire, ouais, je voulais quand même un peu rendre hommage à ce podcast qui n'existera plus, et tant mieux. Et rendre hommage à ce youtubeur qui a été The Panda. Et du coup, bah, j'aurais deux mots à te dire. Merci trop du cul. Du coup, je sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, Urko. Et est-ce que toi aussi c'était pas consenti le fait que tout ça a été inspiré par le cinéma? Euh, Est-ce que c'était consenti? Non, moi je voulais juste participer à un podcast et je me suis retrouvé dans cette aventure. Aidez-moi, au secours. À cause de moi, c'est vrai qu'à cause de moi, t'as vu des films comme Du Cobu Président et Arthur Malédiction. Et c'est même pas le pire, hein. J'ai dû voir Spider-Head et Eau Profonde aussi Oh putain, c'est vrai que ce film existe. qui ont laissé une marque tellement délibelle dans mon cerveau que je ne m'en souviens quasiment plus, si ce n'est avoir passé un extrêmement mauvais moment, surtout devant Eau Profonde. Mm. Mais du coup, bah ouais, bah voilà, je voulais revenir un peu là-dessus. La page est close, la page de l'intimité est close. Et deuxième point sur lequel je voulais revenir et sur lequel je suis sûr que Mig va pas être d'accord, mais tant pis, il est pas là. Voilà, les pistes froides, ça sera pour une prochaine fois. C'est la question un petit peu bah, de ce post-Covid, parce que c'est quand même la première année depuis 2020 qui a été où les cinémas, en tout cas en France, n'ont pas été fermés une seule fois par le gouvernement dans l'année. C'est quand même un vrai gap. Et si on enlève le fait que Destination Ciné remarque avec beaucoup de mesquinerie le fait que ah gna gna, il n'y a pas de film français dans la top 10 du box-office français, ça veut probablement dire quelque chose. Voilà, c'est au-delà de ces petites trucs de façade. Bah, c'est quand même une année qui a vraiment remonté la pente par rapport à l'année dernière et surtout, au-delà du fait qu'il n'y ait effectivement pas eu de film français, il y a eu quand même, on sent, enfin, je sens qu'il y a quand même une petite revalorisation de ce cinéma, mais Il y a pas eu de film français dans le box-office, enfin dans le top du box-office. Après, en termes de qualité, de succès critique et j'allais dire commerciaux, mais non, justement. En termes de juste de succès critique, on a quand même des trucs qui ont visiblement bien marché. oui, mais surtout en fait c'est plus que ça, au-delà du fait qu'effectivement qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, qu'il soit numéro un, ce qui me donne envie de me couper les veines, et aussi Simone, mais bon ça c'est un peu plus particulier parce que le film a vraiment été bien aimé par le public, ce qui me donne envie là par contre de me jeter par la fenêtre. Pour que ce soit vraiment public, hein, ça suffit. Mais non, mais par exemple, tu vois, le fait que Novembre ait mieux marché que Bac Nord, moi je suis content parce que même si c'est pas un film qui m'enjaille plus que ça, c'est un film qui, pour le genre, enfin, qui pour la France, reste quand même. Enfin, on est. Oui, qui a de la gueule, qui a Ouais, clairement voilà. de la gueule pour du cinéma français aujourd'hui, quoi. Ouais, et en vrai, là, je parle d'une grosse production, mais par exemple, je suis content des scores qu'ont fait L'Innocent, je suis content des scores qu'ont fait Revoir Paris, parce que Revoir Paris, même si elle Virginie Fira, Elise Vinocourt, elle avait jamais, je crois, dépassé les 100 000 entrées, là, elle dépasse les 500 000 avec un C'est film sur fait les encore attentats. un marché. Ça, enfin, je sais plus, mais en tout cas, c'est une réalisatrice qui faisait pas non plus beaucoup d'entrées, quoi. Et à côté de ça, pareil pour Virginia Fira, qui a bien cartonné cette année avec En attendant Bojangles en début d'année, et surtout avec aussi Les Enfants des Autres, qui avait fait plus de 300 000 entrées, il me semble. Et c'est pas ces genres de petits films qui vont ça pas beaucoup d'entrées, et qui en temps normal feraient probablement millions. Mais moi je suis content, parce qu'il y a un an, ces films, bah, ils seraient tombés dans les oubliettes, et bah t'aurais, même si bon après en vrai c'est aussi un petit peu le cas, mais parce qu'il y a beaucoup, il y a Après, quand même des blockbusters. surtout que quand même l'année dernière, avec Virginie Fira, on avait déjà eu deux gros mastodontes avec le dernier Verhoeven et le dernier Dupontel. Mais Verhoeven qui a pas trop marché hein, en soi, hein. Même Annette, je pensais qu'il avait fait le million d'entrées, mais il a même pas fait les plus de 300 000, hein, ce qui est quand même assez faible. Mais en soi, voilà, je vois qu'il y a quand même. On voit que la lumière du tunnel, je pense. Et ça se voit aussi notamment parce que même si, par exemple, pendant tout le mois d'octobre, le box-office a été trusté par Black Adam,
bah, c'est le genre de film qui commence à faire un flop. Et j'ai pas vu Black Adam, mais juste parler symboliquement, c'est le genre de film qui se vend comme étant cool parce que débile, et mais fauché avec une star random et qui fait du film de super-héros. Et attention, gros point marketing, la scène post-générique est incroyable. Bah ça, l'année dernière, c'était Venom The Rock, 2, et ça avait... il y a The Rock. T'aimes pas The Rock? C'est cool The Rock, il est cool The Rock. Prends la boisson sucrée de The Rock. T'as vu, il est sympa The Rock. Effectivement. Mais du coup, je me disais, ouais, l'année dernière, ça c'était Venom 2. Et Venom 2, ça avait cartonné. Et là, Black Adam, ça n'a pas du tout marché. Et j'ai l'impression que ça se répercute sur tout le cinéma en lui-même. Marvel, depuis je sais pas combien de temps, n'a aucun film dans son palmarès de l'année qui a fait le milliard. Enfin, moi, je trouve ça quand même significatif. Et pareil Mais pour les gros blocs. même s'ils font pas le milliard, ça reste quand même des films. Enfin, surtout, je crois que c'est Love and Thunder qui était quand même assez haut placé dans Ah non, au le contraire, top. lui, c'est le moins bien Non? placé. Le plus haut placé, c'est Black Panther, de souvenir. Black Panther. Ah oui, putain. Mais non, en fait, je crois que c'est. Bah, du coup, c'était. Ouais, Thor. Non, enfin, Thor, il est tout en bas, et à côté, t'avais Doctor Strange et Black Panther qui trustent un peu le milliard. Mais ils y sont pas. Ils y Mais seront pas. ouais, mais c'est quand même un score qui est quand même assez élevé. Bon, certes, cette année, quand même, on a eu deux grosses bombes en dehors de Marvel, mais quand même. Bah, tu vois, je sens. Moi, en vrai, je trouve que certes, c'est toujours beaucoup d'argent pour eux, hein. Même si, bon, bah, Thor, de ce que j'en ai compris, ça a quand même un peu foutu le bordel. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu un éveil des consciences de il n'y a pas que Marvel. Et justement, t'as tout à fait transitionné sur ce sujet. Bah, les deux films qui sont en haut du box-office, c'est deux films qui sont pas sous... Alors, du moins qui sont des licences, mais qui ne surfent pas sur la vague à la fois du marketing et en même temps de la franchise. Parce que Avatar 2, c'est un film qui se vendait sur son apport technologique, pour son côté voyage et immersion, et bah aussi voilà, enfin, le côté ouais, très grand divertissement et spectaculaire de fin d'année. Et Top Gun, ça se vendait sur Tom Cruise et le fait que ça soit un film ultra impressionnant qui a été fait en vrai avec de vrais avions. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur, par exemple, c'est la suite d'un film qui a 30 ans, comme c'était le cas il y a 3 ans avec Ghostbusters ou je sais pas quoi. Et c'est des films qui ont bien marché, mais qui plus que ça, et c'est ce que je remarque par rapport à Marvel, n'ont pas forcément fait de grosses entrées dès le début. Même comme Simone en vrai, hein, même si je déteste le film, ça a été un peu le cas. Les films ont fait de très bonnes premières semaines, mais on pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait une aussi belle régularité, parce qu'il y a eu un bouche à oreille derrière. Et c'est moi ça qui me fait plaisir, c'est que c'est ce genre de film qui... Bah alors parce que Marvel à côté, après 2 semaines, c'est fini. Mais vraiment, encore une fois, ça trust le box-office, mais en fait, les gens vont C'est plus rien voir. c'est la hype de la semaine, et puis bah, ensuite on passe au film d'après, Ouais, voilà. ou à la série d'après, ouais, si on a eu quelques séries Marvel déjà cette année. Ouais, et puis en plus, bon, ouais, pour parler de Marvel 2 secondes, hein, c'est quand même assez hallucinant à quel point ils deviennent de plus en plus élitistes. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que maintenant, faut avoir vu les séries, faut savoir quoi a rapport avec le comics. Enfin, voilà, donc je pense que ça va aussi un peu jouer en leur défaveur, et j'en suis très content, n'en déplaise à Ketchup. Et du coup, je pense que c'est pareil, c'est des petits signaux qui font que peut-être que le cinéma va peut-être trop vivre. Qui sait, dans les prochains jours, on sait pas. Ça peut arriver. Demain on le sauve, on lui fait du bouche à bouche. Bah, en soi, même là, on a du coup commencé l'année avec certes, alors, j'ai toujours pas vu le film, on n'en parlera pas, mais j'ai pas non plus les meilleurs retours dessus, mais Tirailleurs, c'est un film qui se maintient très bien pour l'instant. Je crois qu'il a été tapé les 500 000 entrées pour l'instant. C'est quand même un beau score pour un film qui est certes à Omar Sy, mais qui traite d'un sujet, encore une fois, qui est pas forcément évident pour le grand public qu'il vise, et surtout qui est pas entièrement en français. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de cinéma préciser que, attention, il y a un peu de VO dans une langue africaine un peu bizarre. Voilà, donc bon, bah, c'est super. Mais mis à part ça. Tirailleurs, au moment où on enregistre, il a 234 000 entrées. Mais pour la semaine, hein, parce que c'était déjà ce qu'il avait fait la semaine dernière. Oui, c'est vrai, pardon. Du coup, ah oui, bientôt les 700 000 même entrées du coup. Eh ben dis donc. Bon bah voilà, du coup, bah c'est cool. Voilà, c'est-à-dire qu'encore une fois, même si, encore une fois, comme je le dis, c'est pas des films moi qui m'enjaillent globalement, même si pour novembre, je pense que c'est surtout une question de goût, hein, Gymnase. À chaque fois, je suis hypé par ces projets, mais à chaque fois, je rentre pas dans le truc, quoi. Là, ouais. Bah là, Mais je suis ouais, content. au moins ça prouve qu'il y a quand même un public qui existe, il y a quand même un truc à jouer en termes de cinéma, en dehors du cinéma de licence. Mm. Et puis même, hein, en vrai, on peut aussi citer les beaux succès qu'ont été Asbestas, qui certes a donné Ménoché, Marina Foïs dans son casting, même si bon, bah pour citer
Destination Ciné, Marina Foïs, c'est la première cause de perte financière en France. Non, en vrai, je déconne 2 minutes, mais vraiment, si ce média m'écoute, il va falloir m'expliquer c'est quoi leur délire autour de cette incroyable actrice, mais qui restait un film d'un réalisateur espagnol qui est encore un peu confidentiel en France, même si là il commence à être connu, et qui était à moitié en espagnol, avec un titre espagnol en plus, c'est comme c'est évident. Et qui a quand même réussi à faire un très bon score, et encore une fois sur la longue. Pareil pour La Nuit du 12, qui, pareil un sujet pas forcément évident, qui en plus, oui, bon, bah voilà, attention, hein, le film va parler du féminisme. Oh là là, c'est vraiment c'est vraiment horrible, hein, la France qui traite de sujets sociaux, mais quelle horreur! Bah non, bah ça a très bien marché La Nuit du 12, et sur la longueur, encore une fois, et j'en suis super heureux. Et c'est pareil, c'est pour plein d'autres films comme ça, donc j'oublie le nom. Et il y a un an, ça aurait même pas fait les 150 000 entrées, et on aurait dit au revoir, quoi. Et j'ai l'impression qu'on laisse de plus en plus de chances à ce genre de film d'exister, que le public réussit à venir via le bouche à oreille, et que ce bouche à oreille ne fait qu'amplifier. Du coup, je garde espoir, comme quoi, peut-être, dans quelques années, on va retrouver un cinéma bien vivant, et qui sera un peu débarrassé de cette hégémonie de super-héros à la con. Voilà, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire là-dessus, Urko. Pas spécialement, j'attends de voir un petit peu ce que le cinéma nous proposait encore dans ces années. J'avoue que je sais pas encore trop quoi m'attendre pour 2023. Beaucoup de beaux projets, mais très peu qui m'intéressent réellement, de peur d'être un peu déçu. À un point où, bah, comme je le disais tout à l'heure en off, tu vois, moi je n'attends que Barbie cette année, qu'il soit bon ou mauvais. Ah mais pareil, mais ce film va être incroyable. Mais non, mais après, bon, là je regarde un peu les sorties, et c'est vrai que c'est un peu contredit par le fait que dans 2 semaines, il y a le nouveau film de Guillaume Canet qui sort. Hein, un petit film de Guillaume Canet, hein, n'est-ce pas? Un Je... petit projet, un petit film indépendant Avec Zlatan. qui sort de nulle part, avec Zlatan, Joule, Cassel. Ça va mal finir. Voilà. Et le pire, c'est qu'on va aller le voir tous les deux, je pense. Ah oui, ouais, première avant-première ouverte au public, moi j'y suis, hein. Ah, mais il y en a déjà eu une, et c'était terrifiant à voir. Ah, j'ai vu là sur Sens Critique, on n'est pas très loin déjà de la moyenne du dernier Astérix, qui était déjà très mauvais. Bon, bah, ça n'annonce que du bon. Et du coup, bah, pour entamer cette année, on va parler d'un film qui est sorti l'année dernière, techniquement. Bon, bah, c'est super tout ça. Avec la dernière réalisation d'Alberto Vasquez, et surtout la dernière distribution de nos amis de chez UFO, qui se nomme sobrement Unicorn Wars. Une bonne licorne est une licorne morte. Tu dois être courageuse. Je t'aime. Gros cœur d'amour sur toi. Gros cœur d'amour sur toi aussi. En ces contrées reculées, oursons et licornes sont en guerre depuis toujours. Le soldat célestin a soif du sang des licornes, gage d'une beauté éternelle selon le grand livre sacré. Son frère Dodu, lui, n'aime pas la guerre, il préfère les myrtilles et les câlins, mais la bataille finale approche. Une unité de oursons inexpérimentée quitte le camp d'entraînement pour une mission commando dans la forêt magique. Seront-ils à la hauteur? Alors pour parler de Unicorn Wars, au-delà de son réalisateur, de son style graphique, ça je te laisserai éluder là-dessus, je voulais parler d'une petite histoire autour du film. C'est un film que j'ai eu la chance de découvrir juste avant l'étrange, mais vraiment un jour avant l'étrange. Donc il est passé d'abord par Annecy, c'était la première mondiale. J'avais eu à la fois des retours bons et négatifs, mais j'avais pas non plus des retours extrêmement détaillés sur le film, donc j'avais pas vraiment d'attente. Euh, et du coup, bah, j'y allais parce que moi, le synopsis, j'espère comme vous, me bottait bien. Le réalisateur avait l'air d'avoir fait de bons trucs. J'avais vu un de ses courts-métrages qui était passé par le Annecy de 2020, donc en distanciel, qui avait gagné un prix d'ailleurs, et j'avais vraiment trouvé son style graphique très cool. Donc voilà, j'étais venu un peu content, mais j'étais pas non plus ultra extatique, quoi. Là, j'ai rencontré un des gérants du festival, d'un festival de mode, donc j'ai oublié le nom, mais qui n'est pas un festival de cinéma, mais qui est un festival d'art plastique en fait. Parfois ils font des projections. L'année dernière, ils avaient projeté le documentaire sur Satoshi Kon, et ils avaient fait une avant-première pour le Sommet des Dieux. Donc ils y connaissaient un petit peu là-dessus. Et du coup, bah, moi j'étais allé vers. Enfin, du coup, j'étais là, et il y a un des organisateurs qui est venu vers moi, et il m'a dit: Ah, vous allez voir le film?
Et j'étais en mode, ah oui, oui, bah, je vais voir le film et tout, je connais les mecs du cinéma en plus, voilà, je tape la causette. Et là, il me dit cette belle phrase qui est, je pense que les gens sont pas prêts pour ce film. Et là, j'arrive et je dis, non, mais vous savez, monsieur, avec un air dédaigneux, moi, je m'y connais dans ce genre de truc, genre, moi, j'ai vu The Sadness et tout. Et là, il me coupe et il me dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Ah, vous devez être habitué alors, c'est cool. Il y a eu un petit blanc et j'ai fait, ah, d'accord, super, bon, bah, je vais y aller, monsieur. Je rentre dans la salle, pas forcément très, du coup, extrêmement. Ouais. Voilà, je me suis dit, ah, il m'a mis bien le mec. Bon, bah, du coup, le film commence, le film se termine. Il y a pareil une phrase que je n'oublierai jamais d'une étudiante en art qui prononce cette phrase absolument géniale qui est je crois que je vais faire des cauchemars cette nuit. Sachant qu'entre-temps, il y avait eu 30 secondes de grand blanc après la fin du générique. Ouais. Et du coup, je vais sur ce serveur, j'écris, je pense que l'étrange n'est pas prêt. Il y a Urko qui se fout de ma gueule. Et Urko, je crois que tu vas t'excuser maintenant. Oui, je vais m'excuser. Alors, par contre, je m'excuse sur des vagues souvenirs parce que, bah, du coup, comme vous l'aurez compris, si vous suivez un petit peu les activités de festival, ça fait depuis septembre qu'on l'a vu et qu'on attend de vous en parler. Unicorn Wars, du coup, c'est un film qui part un petit peu avec la prémisse un petit peu edgy, qui plaira à certains, de prendre des animaux extrêmement mignons pour leur faire vivre des choses extrêmement atroces, comme on pouvait avoir par exemple dans Happy Tree Friends. La petite subtilité, c'est qu'on est dans un film d'Alberto Vasquez, donc évidemment, on va nous parler de quelque chose de différent, on va nous parler de quelque chose plus que juste nous montrer des oursons qui meurent de façon absolument horrible. Le film empruntant d'ailleurs beaucoup plus, je pense, à des films comme Apocalypse Now, et d'ailleurs, c'est une référence, pour moi, je pense que c'est une référence complètement assumée, de reprendre beaucoup de motifs du film de guerre, et notamment, bah, du coup, dans son histoire principale. Où du coup on va suivre du coup cette longue descente aux enfers en suivant la forêt magique et enchantée. Et du coup Alberto Vasquez va nous présenter du coup tout son univers, d'abord avec un prologue, et d'ailleurs je vous conseille de voir le court-métrage qui a donné le film, qui s'appelait Unicorn Blood, je crois. Ouais, Sanglio de Unicornio, pour valider l'espagnol. On va aider, ouais, j'ai fait le V2 allemand, je me suis désolé. Dommage. Euh, et, euh, et, et oui, du coup, Prologue qui en même temps nous présente aussi une petite particularité, chose dont s'est vanté UFO et Alberto Vasquez à l'étrange festival, à savoir que le film est fait sur Blender de base, donc en 3D, et du coup par-dessus a été redessiné en 2 dimensions les personnages, etc. Mais certains éléments sont restés en 3D, comme par exemple les licornes. Ensuite, oui, qu'est-ce qu'il y a à dire? Oui, comme dans... Bah, du coup, comme dans ma référence précédente à Happy Tree Friends, on est vraiment dans un délire très coloré, très presque psychédélique, voire parfois trop psychédélique. Je te laisserai reparler de cette séquence de chenilles vachement. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour demander à UFO, s'il vous plaît, commercialisez-les. Elles sont trop mignonnes. Je veux les acheter x10. Voilà, merci à tous. Je te laisse reprendre. Et en même temps, il y a quand même tout un décalage qui se fait déjà, oui, de façon évidente avec la violence, mais aussi avec la thématique qui est un film, du coup, comme, du coup, mon autre référence, Apocalypse Now, qui va venir parler de cette descente, cette destruction mentale que tu vas subir suite aux différents traumas répétés de différentes actions de guerre, plus ou moins directes, hein, que ce soit au niveau aussi bien des affrontements que de juste se retrouver tout seul perdu dans la jungle à voir des amis mourir ou devenir eux-mêmes complètement fous. Le tout pour en plus parsemer le tout d'un discours anti-religieux qui n'est pas forcément trop présent, je trouve, dans le cinéma d'animation, enfin dans le cinéma tout court, dans le cinéma d'animation et dans le cinéma de guerre. Et puis voilà, c'est très beau, c'est fun à suivre. Très fun à C'est suivre. c'est peut-être pas révolutionnaire dans son approche du genre de l'animation, tu vois. Mais en même temps, je sais pas, c'est quand même plaisant à suivre, tu vois. Mm. Bah du coup je vais enchaîner sur le film parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à dire. J'avais écrit un papier à l'époque sur Sens Critique. Donc vous pouvez aller le voir. Et j'avais utilisé cette référence justement que vous retrouverez normalement aussi dans le petit texte que j'ai fait pour l'épisode, à savoir Apocalypse Draw. Parce que pareil, je suis d'accord, hein, effectivement. Je trouve quand même que le film,
est plus un melting pot du cinéma de guerre en soi, même si bon, ouais, c'est un peu la référence un peu facile. Après, que dire du film? Pour moi, c'est un film qui est en 3 parties, et bah, c'est vrai que je vais pas vous, alors, je vais pas vous spoiler la dernière, parce que je pense que c'est un film qui mérite d'être vu en sachant le moins possible. Parce qu'il y a beaucoup de surprises durant le film et c'est aussi peut-être une de ses faiblesses. Mais en fait, comme tu le disais, bah, le film, il y a un petit côté Happy Tree Friend et c'était un peu ce qui m'avait charmé à l'époque. C'était ce côté de décalage un peu drôle, d'avoir des. Bah, comme, en fait, comme disait le présentateur, mon première, de prendre les deux figures préférées des enfants, à savoir les licornes et les oursons, et faire des trucs absolument abjects à côté. Et là, on est beaucoup plus que dans du Happy Tree Friends où là, il y a même plus vraiment d'histoire. Bah, c'est plus un truc de Tom et Jerry où c'est très simpliste. Et c'est juste des péripéties. Là, on est plutôt dans une parodie de guerre. Pardon, tu disais. Pardon, ouais, Happy Tree Friends, c'est juste des animaux qui meurent de façon violente. Hein. Mm. Et là, je trouve qu'on est beaucoup plus par exemple, dans ce que peut faire Seth Rogen, c'est-à-dire faire du cinéma, enfin, entre guillemets, faire une parodie ou une fausse satire, par exemple, du coup, à du film de guerre, mais en y rajoutant un vrai décalage, là, qui intervient à la fois par. Enfin, du coup, par cette surcouche d'animation et du coup, bah, ouais, bah, le côté très film pour enfants, qui va à la fois dans les décors, c'est-à-dire que le film est ultra coloré, et verdoyant, on se croirait dans le monde, je sais pas, des bisounours. C'est super, mais en même temps, le. Vraiment des bisounours. Hein. Bah oui, littéralement en plus. Mais voilà, ça passe même par des petits détails et tout. Mais pour moi, il y a une scène qui résume tout le film. C'est au début, justement, où juste après leur entraînement, tu les vois se changer dans leur chambre. Le premier plan que tu vois, c'est une bite d'ourson. Et puis 2 minutes après, t'as un personnage qui fait pipi au lit. Voilà, pour moi, c'est ça le niveau de ce premier tiers. Certes, c'est pas fin du tout, mais pour le coup, je trouve ça quand même assez drôle. Et mais ça reste quand même ouais, enfin il y a quand même ouais, un côté très adulte, euh, qui fait que bah, du coup c'est un mélange qui est pas forcément incroyable, mais qui surtout fait un peu réchauffer, mais qui est plaisant à suivre. Et surtout le film, pareil, c'est-à-dire qu'il va pas jouer sur le chara-design des personnages et faire assez drôle. Le film est vraiment construit, enfin tout l'univers du film est construit par rapport à ça, par rapport à ce côté très dessin animé pour enfants. Il y a plein de détails qui parsèment le film, ne serait-ce par exemple que la truffe des oursons qui est en cœur, c'est quelque chose pareil, bon on se trouve dans les bisounours, hein, ne serait-ce que voilà. Et puis pareil, enfin voilà, il y a plein d'autres détails que je vous laisserai découvrir dans le film. Et puis ensuite, du coup, il y a cette partie où on entre dans la merveilleuse forêt magique. Et après, du coup, cette scène effectivement avec avec mince, du coup, des chenilles qui sont en plus trop mais je le redis, elles sont adorables. Moi, je les voyais, j'étais en mode c'est trop mignon. Et puis ensuite, il se passe ce qui se passe, à savoir que ça va partir en couille et qu'on a atteint le point de non-retour. Euh, Là, pour le coup, le film devient plus qu'un film de guerre, pour moi, un vrai film, ouais, bah, tu l'as dit, sur la folie, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans le film sera pire que la précédent. Y a pas de moment. Enfin, alors, il y a quelques petits passages, petites pauses, notamment lorsqu'on revient sur le personnage justement de Maria, qui est du coup cette jeune licorne qui cherche désespérément sa mère. Mais à côté, le film ne va pas s'arrêter. Et vraiment, à chaque fois que vous avez l'impression d'avoir vu le truc le plus abject du film, et bah non, il y a encore pire à côté. Et en même temps, ça lui permet de développer toutes ses critiques, notamment sur le truc clérical. Par exemple, du coup, il y a un personnage de prêtre qui fait dire cette phrase absolument incroyable en VO, mais je crois que vous l'avez eu en VF, le film. Du coup, vous n'avez pas pu entendre le. Ouais, c'est ça. Le Unicornio Bueno, Unicornio Muerto, voilà, qui est splendide dans le film. À chaque fois qu'il y avait ça, les gens rigolaient, donc voilà, je me permets de le dire. Et Pour le coup, nous, à l'étrange, ça rigolait pas trop. je comprends tellement pourquoi. D'ailleurs, tu ne leur as pas raconté l'anecdote du gamin de 10 ans qui s'est incrusté dans la salle. C'est légendaire, ça. T'es une famille qui se pose, genre peut-être 2-3 rangs devant, et qui vient se poser en mode on va voir un dessin animé, peut-être un peu bizarre et tout. Et du coup, je crois que c'est le président de l'étrange qui était venu présenter le film, du coup, avec un représentant de UFO et Alberto Vasquez. Qui du coup prévenait bien que pour l'instant le 12 ans était provisoire, que le film était quand même extrêmement violent et qui souhaitait bonne chance. Voilà. Parce qu'il faut quand même Et, rappeler que et- et- ce film d'animation est a un visa moins élevé qu'Arthur Malédiction. Ça fait mal. écoute, Arthur Malédiction, tu vois, c'est une licence avec qui attirait les enfants, là où Unicorn Noir, Bah c'est c'est. juste des bisounours, hein, ça va, c'est pas...
Le parallèle est tellement beau. Et ensuite, bah, du coup, on arrive du coup, dans cette troisième partie qui, en plus, va aussi rejoindre une des autres références qu'avait cité UFO, mais qui me semble ne cite plus, c'était Cannibal Holocaust. Alors, pas parce qu'il y a du cannibalisme dans le film, quoique, mais en fait, parce que le film va traiter notamment d'un sujet, au-delà du coup de sa charge cléricale, euh, va traiter notamment bah, en fait, du fait, du coup, bah, en fait, on a à la fois le point de vue des licornes, parce qu'ils sont représentés dans le film, ça c'est pas juste des bêtes sauvages qui se baladent comme on le dit dans le film, hein, il y a des scènes vraiment assez touchantes en plus avec ces derniers. Mais c'est un film qui te montre que ces deux personnages, pour une raison que je vous laisserai découvrir, mais qui encore une fois est due à la religion, hein, la fameuse, ne peuvent pas s'entendre. En fait, sont vraiment, bah, comme dans Cannibal Holocaust, c'est vraiment la confrontation entre deux idéologies qui, lorsqu'elles se rencontrent, ne peuvent faire que des étincelles. Et, Plus des civilisations que des idéologies, quand même, dans Cannibal Holocaust. mais après, tu vois, en plus, bah, comme on l'a vu, si on peut vraiment pousser le vice encore plus loin, en soi, dans Unicorn Wars, les licornes, t'as pas l'impression qu'elles sont vraiment civilisées, enfin, qu'ils ont atteint le même niveau de civilisation que les oursons, quoi, quand en plus on te le dit dans le film. Donc en soi, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même ce parallèle-là, même si pour le coup, je le tiens du UFO. Mais je vais quand même en citer un dernier, et que j'ai déjà cité, bah, c'est The Sadness. Parce qu'encore une fois, à la fin, vraiment, vous n'êtes pas prêts, je le dis. Et j'ai revu le film avec un ami, je l'avais prévenu que mec, t'es pas prêt. Il m'a dit, mais ça va. Il a fait, waouh. Voilà, merveilleux. Vraiment, ce que j'aime beaucoup mettre dans le film, c'est qu'au-delà d'être juste gore, d'être juste plus ou moins une simili série B, c'est que le film enfin, va vraiment explorer de plus en plus en profondeur les tréfonds de l'âme humaine. Il y a notamment toute une partie flashback on n'a pas parlé euh, autour du passé de Célestin qui te montre à quel point c'est un personnage qui a vraiment des facettes qu'on aurait aimé ne pas découvrir. Et en soi, du coup, le film devient vraiment très perturbant parce que, au-delà de juste voir de la violence, t'as l'impression que, ouais, bah, enfin, je trouve qu'il y a vraiment une pertinence dans cette violence. C'est pas juste là pour flexer. Ça, je trouve ça intéressant. Mais il y a juste quand même un petit problème. C'est que le film traite de trop de thématiques. C'est-à-dire là, je vous en ai parlé de deux, mais en vrai, il doit y en avoir au moins une dizaine. Sur l'écologie, sur, comment ça s'appelle, bah, la religion, en vrai, j'ai survolé ça, mais évidemment, bah, sur le film de guerre en lui-même, sur la hiérarchie, sur plein d'autres trucs. Le film traite de beaucoup de sujets sur 1 heure et demie et c'est intenable. Et pareil, toutes les scènes avec les licornes, t'as l'impression que c'est là beaucoup plus pour venir présenter les thématiques plutôt que faire avancer l'histoire. Et en soi, du coup, la dernière image du film, qui devrait être ultra impactante, la preuve, il y a du rock metal hardcore, je déconne même pas. Et ben en fait, elle fait un peu, enfin, sortie de nulle part parce que ça provient d'un truc qu'on a présenté au début et qui n'a jamais été réintroduit parce que, bah, je sais pas, le film était trop pressé. Enfin, du coup, ça fait un petit peu limite même l'effet inverse, à savoir un côté un petit peu nous vivons dans une société. Enfin, je sais pas comment tu l'as ressenti, moi, cette image finale, mais c'est vrai que ça m'a. Enfin, j'étais un peu deg de pas rester sur la fin vraiment horrible et sans espoir qu'il y avait. Bah, je vois pas forcément le côté où on vit dans une société, mais en vrai, j'avais trouvé la fin plutôt satisfaisante. Surtout, bah, mis en relation avec tout le sous-texte sur, bah, sur la religion. Parce que du coup, tu te retrouves face à un. Enfin, c'est du spoil, hein, ça sera peut-être censuré au montage, mais T'inquiète. tu te retrouves avec un. Hmm. Moi, je pense que ça sera quand même coupé parce que c'est. Bon, en vrai, c'est pas non plus. Disons que vous ne perdez rien de l'expérience hein, autour de cette petite brigade inexpérimentée. Mais c'est vrai quoi, pour le coup, ça le truc, c'est que pour moi, c'est pas un twist parce que ça sort un peu nulle part quoi. Enfin, à aucun moment j'ai l'impression que ça parle de ça. Et c'est un peu ça avec toutes les thématiques du film, à part la cléricale et le côté vraiment très fond de l'âme humaine. Et puis c'est pareil pour les références du film. Hein. Par exemple, pour citer cette très fond de l'âme humaine, il y a Star Wars qui est cité quoi. Et vraiment, ça fait très. Enfin, j'avais fait un peu quoi. Enfin, je sais pas, Du mais. coup, ouais, la référence à Star Wars, elle fait un peu too much quand même. Ouais, voilà. Mais après, ouais, voilà, vraiment, le film. Là, on a un peu parlé de son côté très psychanalytique et tout. Enfin, voilà, enfin, on a vraiment disserté sur le film. Et en vrai, si vous voulez juste voir un film bourrin, ou si vous voulez vous prendre une claque artistique, parce que comme tu l'as dit, le film a été fait, bah, du coup, mélange de technique d'animation, mais moi, j'irais même plus loin. Pour moi, c'est un film absolument sublime, quoi. C'est-à-dire que juste me promener dans encore pas cette forêt magique, juste observer les différents décors, les différents accessoires, moi, juste ça, moi, ça m'éclate.
C'est-à-dire que je trouve que le film est d'une beauté visuelle, mais absolument époustouflante. Magnifique. Ouais, après, voilà, Nick l'a vu et lui, il a pas trop accroché sur le côté rose bonbon, donc je pense il y a quand même un petit côté goût. Mais très honnêtement, si vous êtes juste des fans d'animation, mais vous n'avez aucune excuse pour rater le film. Mais vraiment, c'est une pépite visuelle. Et c'est cool. Et aussi, bah, c'est un film qui, bah, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui peut parfois être assez même touchant, hein. En soi, le personnage du coup de Dodu, ça qu'on en a toujours pas parlé, mais vraiment, je trouve que c'est un des meilleurs personnages du film parce que c'est celui aussi qui crée le plus de décalage parce que il a beau se passer des trucs les plus horribles devant lui, il va toujours garder cette candeur, cette naïveté. Vous pouvez retrouver par exemple dans Tu ne tueras point avec le personnage d'Andrew Garfield, moi que je trouvais qui était super intéressant et très bien exploité. Et ouais, voilà quoi. Désolé. C'est pas grave. Mais du coup, non, vraiment, je recommande beaucoup le film. Et même si, en fait, il y a trop de défauts, mais que j'ai pas envie d'énumérer, qui font qu'il sera pas dans mon top 10 de l'année. Mais franchement, ça fait partie des films où quand je vais repenser à cette année 2022, je vais me dire, ok, lui, il m'a marqué. Lui vraiment, il m'a foutu quelque chose. Et principalement parce que, même si là, on vous en a parlé en long, en large et en travers, vraiment, vous ne savez pas grand-chose du film en soi, hein. Mais moi, je suis allé vraiment sans trop en savoir non plus, mais vraiment là, on vous a posé les bases. Sachez-le. Voilà. Et du coup, je pense qu'on va comme ça s'arrêter là, à moins que tu aies un dernier truc à dire hein, sur le Pas film. grand chose à ajouter, je crois. Super, bah du coup, on va continuer sur notre deuxième et avant-dernier métrage déjà. Un film qui vient tout juste de sortir et donc que vous aurez probablement plus de chances de voir en espérant bah, du coup que vous le fassiez parce que c'est un film français et plus que tout c'est un premier film français distribué par The Jokers, nos chers amis de chez The Jokers, qui se nomme sobrement Les Rascals. Ahmed Morslaoui, ça sonne français pour toi? On est fils d'immigrés, on sera toujours mal placé ici. Les Rascals, c'est une bande de jeunes de banlieue qui profitent de la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l'un d'eux reconnaît un skin qui l'avait agressé et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d'un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des Rascals. Alors que l'extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la bande d'amis est prise dans un engrenage. C'est la fin de l'innocence. Urko, tu viens tout juste de sortir de ta séance du premier film de Jimmy Laporal Trésor qu'on avait déjà pu découvrir avec Soldat Noir. Un court-métrage qui a été très plébiscité. Dis-nous en plus. Bah, tu veux que je commence aussi pour celui-là? Bah ouais, vas-y, allez. Tu parles jamais dans les épisodes, donc vas-y. vas-y. Ouais, mais après, parce que je sais pas forcément quoi raconter. Oui, alors les Rascals, ça va être beaucoup moins construit et réfléchi. Déjà que c'était pas très bien construit et réfléchi sur Unicorn Wars. Mais parce que je sors de la salle, donc je suis encore un peu sous le choc, littéralement. C'est du coup un film qui va nous proposer de suivre une période de Paris juste avant la chasse aux skins de 1986, enfin ce que certains appelleraient la chasse aux skins de 1986, du coup certaines bandes d'immigrés ou pas. Le film prend principalement le point de vue des immigrés, en tout cas des immigrés dans la bande des Rascals. On retrouve d'ailleurs un petit peu une esthétique que tu peux avoir dans certains films de bande comme, je sais pas, West Side Story. Le personnage principal, pas principal, pardon, Rico, me fait beaucoup penser au personnage principal de West Side Story. Putain, j'ai du mal à le dire, pardon. Et à côté de ça, on a un film ouais, assez choc, assez frappant, peut-être pas non plus extrême comme peut l'être Unicorn Wars, ou d'autres films qui, je pense notamment à Green Room, qui parlait aussi de jeunes qui vont se battre contre des néo-nazis, littéralement. Que ce soit dans Green Room comme dans Les Rascals, parce que dans Les Rascals, on va suivre du coup cette bande de mecs qui vivent dans des cités composées du coup d'arabes, de noirs, d'un blanc. Voilà. Pour les mauvaises langues, c'est le Wokistan. C'est c'est ça, non. Heureusement, on n'a pas encore eu trop de critiques là-dessus, j'ai l'impression. En tout cas. Pardon.
Et en même temps, heureusement, parce que bah, justement, c'est un film qui va contre cette idée qu'on pourrait avoir du wokisme comme étant juste une vision un peu simplifiée de la Bah vie. Le attends, film, du coup, d'ailleurs, je vais t'arrêter là-dessus parce que j'ai eu la chance de participer au petit. Enfin, en fait, j'ai un peu regardé les commentaires des bandes annonces et vraiment, c'est soit des mecs qui se plaignent qu'on fait encore un film sur le racisme, soit des mecs qui se plaignent que c'est pas du tout ça la vie dans les années 80, soit des mecs qui se plaignent que ah là là, encore les minorités avec Ahmed, je sais pas quoi, qui arrive pas à baisser ses impôts, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Voilà, donc c'est la bonne humeur. déjà, déjà, il n'y a pas d'histoire d'impôt dans le film. Pour le coup, le combat politique, le combat politique entre guillemets ne se base que sur le racisme et encore plus que sur le racisme, se joue sur l'engrenage de la violence. Truc qui n'est pas trop dans Unicorn Wars, qui est un peu évité aussi pour Ah bah servir le pourtant propos sur si, laquelle. hein. Enfin le personnage de Célestin, Bah, je vais pas encore une fois spoiler, mais ouais, non, mais c'est pas le même type de spirale de la violence, je trouve, là où dans Unicorn Wars, elle est beaucoup plus psychologique et se répercute plus sur bah, la psychologie des personnages. Dans Les Rascals, c'est vraiment un ressort dramatique, entre guillemets, tu vois, c'est vraiment, ça commence avec l'introduction où enfin, quand ils sont encore gosses, qui sont pétés la gueule par Loki, justement, le skin. Et ensuite, bah, tous les moments où tu vas t'enfoncer un petit peu plus dans cette violence, ça va pas servir à. Enfin, si, ça sert à développer psychologiquement parce que tout le film ensuite se constitue un peu comme une coming of age, je crois. ouais, plus ou Quête moins. initiatique. On sort, ouais, où vraiment c'est la sortie de l'innocence, quoi. C'est comment tu vas grimper de plus en plus dans la violence en partant d'un événement traumatisant quand t'es gosse et finir sur des situations complètement catastrophiques à la fin avec, bah, du coup, comme sous-texte le racisme. Le film, clairement, oui, ils vont s'attaquer à des gens du GUD, oui, c'est des gens mauvais, le film le montre d'ailleurs et reste à peu près nuancé là-dessus. Certes, c'est des gros monstres, mais pour ceux qui sont le plus intéressants pour l'histoire, ils sont développés, ils sont arrivés ici pour une raison, je pense notamment au personnage de la sœur, qui est, putain, ce film te fout en colère, bordel! Hmm. Du coup, tu vas. C'est pardon? Enfin, du coup, ouais, enfin, au sujet de la sœur, parce que. En fait, en soi, j'ai l'impression que c'est un personnage qui est neutre à la base. Enfin, en tout cas, comment elle est présentée. Bah, comment elle est présentée? Ouais, enfin, en tout cas, elle est de droite et quand même assez plutôt proche, je dirais, des idées des skins. La bascule, elle se fait un petit peu avec Loki, justement. Loki qui est présenté au début comme un skin qui tabasse des gosses sans trop d'aversion. Là où, bah, quand tu le revois un peu plus tard dans le film, après qu'il soit fait attaquer par les rascals dans sa boutique, tu vois. Il est là, il est là en mode vraiment, faut pas aller voir les fachos, nique le GUD, faut pas traîner avec eux et tout. Il y a un truc qui se fait là-dessus, où lui devient, de ce personnage de facho extrême, devient quelqu'un de plus nuancé, et ensuite est complètement abandonné dans le film, je trouve ça très dommage. Là où du coup sa sœur, qui elle est plutôt neutre, va virer très vite facho sans trop se poser de questions, tu vois. Hmm. Ben, en fait, même mince, pour appuyer ton propos, ce qui est aussi intéressant, c'est que le mouvement skinhead, à la base, il vient du coup de l'Angleterre. Et du coup, c'était aussi. Alors, c'était en fait une classe ouvrière, principalement, mais Mais c'était pas. Ouais, c'était beaucoup plus de gauche les skins de base, et ensuite ouais, après c'est c'est ça, devenu en une fait. bonne aide. En fait, à la base, du coup, oui, c'était un mouvement d'appartenance, comme il y avait avec les mods, comme il y avait avec mince. Enfin, il y en avait plein d'autres qui ont émergé au début du XXe siècle. Mais en fait, c'est avec l'immigration massive et le fameux ils volent notre travail que bah, du coup, effectivement, ça s'est de plus en plus extrémisé, de plus en plus rapproché de l'idée bah, du coup, du régime nazi, malheureusement. J'espère ne pas me faire censurer pour ce mot, hein, le vilain. Là où c'est intéressant, bah, c'est que justement ce personnage, il a commencé extrémiste et il a fini mince, il a fini dans le modéré entre guillemets, mais justement il a filé son extrémisme aux autres. Alors, je sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur le film parce que je voulais enchaîner un peu dessus. Oui, c'est un film qui fout en colère, c'est un film qui joue énormément sur le pathos. Pour le coup, je m'attendais, vu sa diffusion à l'étrange, à un film, comme je disais, un peu Green Room, en mode c'est une bande de jeunes qui va se battre pendant 1 heure et demie contre des fachos. Et en fait, pas du tout, tu verses un peu plus dans le drame. T'as le personnage de Victor Metelet, qui est détestable du début à la fin, et il le joue incroyablement bien, putain. Tous les acteurs sont fous et je crois que c'est que des premiers rôles en plus. Ah oui non, il avait joué, attention c'est très drôle, dans Barbac. Il avait joué un petit rôle. C'est lui qui jouait Lucas. Alors il me semble.
C'était pas le fils des deux. Non, c'est le copain de la fille de Fabrice Eboué et Marina Foïs. Oh, ah oui! Ah oui, oh, c'est incroyable. Ok, je l'ai tout de suite. Très grand film Barbac d'ailleurs, n'oubliez pas. Il arrive à jouer le personnage détestable, mais là où dans Barbac c'est beaucoup plus drôle, là on ressent une véritable haine contre lui, tu vois. Mm. Il fait rien pour se faire apprécier, Ah, c'est... Waouh. C'est un film, ouais. C'est un film coup de poing. Un Comme film le coup dit de poing, l'affiche. ouais. Là, Enfin, sur l'affiche, je verrais une claque. Non, c'est un coup de poing. Et d'ailleurs, le film se termine sur un coup de poing, c'est très drôle. J'en ai souvenir. Mais parce que du coup, oui, alors, je vais enchaîner, je pense peut-être sur le film. Je suis désolé, je suis vraiment déstructuré. Ah, mais c'est pas grave, non, au contraire, c'était super. Je suis vraiment encore sous l'émotion, quoi. Mais ça se voit. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que le film, je l'ai vu au FIFIB, donc c'était en octobre. Voilà, que des films que j'ai vu en première, que c'est cool. Et c'est un film que j'entendais beaucoup comme toi et qui m'a surpris parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est pas le genre de film auquel tu t'attends, vu le packaging. Je voulais quand même juste en introduction citer cette magnifique phrase de la part de J'ai mis là pour le trésor qui est venu en plus avec le même blouson. Et d'ailleurs, c'est pareil que UFO. Jokers, s'il vous plaît, commercialisez ces blousons. Je les veux tout de suite, ils sont magnifiques. Mais qui du coup disait cette phrase absolument incroyable aux gens qui étaient pas sûrs que c'était la bonne salle. Vous êtes au bon endroit. Voilà, parce qu'après, vu ce qui se passe devant le film, j'étais en mode ah ouais, merci. Que dire des Rascals, hein. Pour moi, c'est typiquement le premier film, hein. C'est-à-dire que c'est un film qui a beaucoup d'ambition, mais qui, je trouve, a quand même de vrais défauts, et notamment en termes, je trouve, d'écriture. En fait, je trouve que le film est très bien géré par moments, mais déjà, pour les personnages, il y en a beaucoup, encore plus que... autant Loki, je trouve que c'est un personnage qui est un peu fonction, mais qui remplit sa fonction. Mais il y en a quand même certains du groupe, j'ai l'impression qu'ils servent à rien. Notamment un d'entre eux qui littéralement est jeté, est Ouais, jeté sur la petit rue. blanc. Le petit blanc, tu le vois une scène, il se fait jeter de la voiture et puis hop, il est viré à 1h20 de film, tu vois. T'es là, tu fais ok. Ouais, je trouve ça un peu dommage. Et puis, enfin bref, il y a quelques personnages que je trouve voilà, assez mal construits. Mais pour le coup, c'est vrai que j'ai pas, comme Unicorn Wars, j'ai pas envie de parler des défauts parce que c'est trop bien que ce genre de film puisse se faire en France et surtout que ce soit un premier film. Il y a un truc alors, la seule question que j'ai pu poser à monsieur Laporte à le Trésor, parce qu'après j'ai dû filer à une séance et je m'en suis excusé d'ailleurs. Si tu m'écoutes, je m'excuse encore et je t'aime. Non pas dans ce sens-là, mais je t'aime. Euh, c'est que du coup, c'est un film quand même qui veut faire de la reconstruction historique des années 80. Bon, c'est pas non plus Illusion perdue, hein, mais qui a coûté quand même très peu cher, hein. Et qui pourtant réussit à ne pas paraître minimaliste, très serré dans ses enjeux et dans ses décors. C'est un film qui, avec 3 millions, réussit à prendre des acteurs quasiment inconnus, bah, du coup, sauf celui-là, qui est effectivement fantastique. Mais qui réussit toujours à avoir une superbe cohésion de jeu, qui sont vraiment tous vibrants, enfin ont tous leur petite touch. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que ils réussissent pendant à avoir un vrai recul. Notamment, et moi, ce que je trouve c'est impressionnant, c'est de la part d'une France qui, plus qu'est oubliée, a été effacée. Ce que je veux dire, c'est que c'est de ce qu'il a dit, en fait, pour la reconstruction historique du film, ils se sont basés sur presque, en fait, 3 sources. Ça peut paraître Principalement beaucoup, sur des photos, non? sur des photos, ouais, notamment de Lina, mais vraiment, il y avait quasiment rien pour qu'ils puissent faire quelque chose, quoi. Et donc ça a vraiment été au souvenir, au ressenti, et même s'il peut y avoir un petit côté subjectif qui a dû choquer beaucoup de bourgeois qui disaient «Quoi? Mais moi, j'étais dans mon appartement de 40 mètres carrés, je n'étais pas avec ces jeunes de banlieue», enfin bref, nique ta mère YouTube. Et après, c'est un film qui parle, enfin, qui est sur les contre-cultures et les cultures populaires qui se développent hors d'endroits plus conventionnels, quoi. Et je dirais même plus, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, au-delà de son aspect effectivement, bon j'ai pas vécu les années 80, mais que je ressens réel quand même, au-delà du coup de cette reconstruction, c'est que ces personnages, même s'ils les filment comme les protagonistes de son histoire, parce que tu ne peux pas décemment enfin, tu ne peux pas décemment filmer comme des héros des nazis, je suis désolé, on peut pas faire ça, quoique. Mel Brooks l'a fait. Non mais mis à part cette blague, c'est que c'est des ratés en soi. C'est qu'il n'héroïse jamais ses personnages. En tout cas, moi, j'ai jamais eu l'impression qu'il en faisait des grands martyrs, notamment à la fin. J'ai toujours eu l'impression qu'il en faisait des paumés. Et notamment vis-à-vis du personnage principal, qui du coup est son frère, qui est un vrai galérien,
mais pas forcément un galérien parce qu'il est noir, parce que la France est méchante, non, c'est juste parce que c'est un mec qui est paumé et qui va rejoindre ce groupe, même si bon, ils se sont formés il y a longtemps, mais qui... C'est ça. Le propos, il se fait pas au niveau de l'État en lui-même, même si il y a une petite touche à un moment, peut-être un petit, enfin, à la fois subtil et pas du tout. Quand, ouais, non, ce serait du spoil. Mais le questionnement, c'est beaucoup plus au niveau de, justement, des skins et des immigrés. Hmm. Enfin, des immigrés. Ouais, mais qui voilà, Dans la rue, quoi. enfin limite, moi, j'ai trouvé qu'il se faisait plus violenter par sa mère que par les, que par les skinheads, tu vois. Voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est un film qui je trouve est assez réussi là-dessus et qui du coup n'est pas manichéen quoi. C'est pas les gentils blancs contre non, du coup non c'est les méchants blancs contre les gentils woke. Oh là là, on est progressiste en France. Non, c'est pas du tout ça, C'est pas du vraiment tout. des gens qui réagissent. C'est vraiment des gens qui réagissent à la violence et à la pression qu'on leur exerce bah, par d'autres individus constamment, quoi. Ouais, et c'est aussi là où je voulais en venir, c'est que du coup c'est aussi un film qui montre que la violence n'amène qu'à l'extrémisme. C'est deux groupes extrémistes. T'as un groupe qui est de droite et que tu ne peux décemment pas filmer comme des héros. Et t'as un groupe qui est certes de gauche, enfin, c'est-à-dire voilà, ils luttent contre des gens racistes, c'est cool, mais qui le font Même avec pas- les mêmes Ils sont même méthodes. pas, ils sont même pas spécialement de gauche, ils sont juste antiracistes, en fait. Enfin, parce que, à part, du coup, cette notion de racisme, qui même là encore, c'est encore un peu discuté parce que t'as ce passage avec les Black Panthers que je trouve très bizarre dans le film. Mais, mais pourquoi pas pour faire le lien entre C'est les pour la Chachoskin et culture rap, je le... pense aussi. Parce que la culture hip-hop plutôt pas rap, mais qui est très présente aussi dans le film. Oui, oui, mais enfin, ouais, après, j'ai pas envie de m'avancer là-dessus parce que je connais pas assez le mouvement des Black Panthers, j'avoue. Pareil. Mais je voyais pas forcément le lien entre les Black Panthers et les cultures du film, même si je vois au niveau du combat social que c'est contre le racisme, entre le mouvement des droits civiques et du coup les chasses aux skins. Mais du coup, voilà, et c'est comme tu me disais, un film qui montre les engrenages de la violence, et presque un peu comme, comme le ferait Tarantino. Enfin, j'ai l'impression que je suis le seul à le penser, mais tant pis, je vais quand même en parler. Je trouve qu'il filme ce film quasiment même de vengeance en soi, parce que c'est un film où c'est que à chaque fois des ping-pong. Il montre qu'à la fin, qui c'est qui gagne à la violence, c'est celui qui criera le plus fort. Et sans spoiler le film, c'est pas eux qui crient le plus fort. Et même si, effectivement, je trouve en soi que en fait il essaie ensuite de ce petit groupe d'individus d'essayer d'en venir à une pas une morale mais disons à une idée un peu plus large de qu'est-ce que c'est le racisme en France. Je trouve qu'en fait en soi l'idée est bonne mais comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un film on sent que c'est un premier film très théorique par moment et notamment sur cette idée là et je trouve que l'idée en fait est pas assez développée. En fait pour moi ça aurait mérité un dernier acte un peu à la... Mince, c'est quoi déjà ce film là sur les bandes justement, mais totalement dystopique, j'ai oublié le nom. Euh... Dans le 13. Non, oula non. Des années 60, 70. Ah, euh, Oui, The Warriors. The Warriors, Avec voilà, Gary merci. Voilà, où c'est vraiment ça finit vraiment limite en blockbuster d'action, tu vois. J'aurais aimé que ça finisse un peu comme ça, mais voilà, en soi, vraiment, je suis content que le film existe, rien que pour ce message, parce que c'est un film qui montre que ouais, la violence n'amène qu'à la violence, puis à une autre violence, puis à une violence encore pire, et en soi, du coup, le film est pas du tout manichéen, enfin, sauf si vous considérez que la violence c'est bien, mais enfin, je sais pas. Mais Le questionnement du film, en fait, c'est même pas qu'est-ce que le racisme, mais c'est juste à quoi le racisme amène. hmm. Voilà, donc à moins que vous soyez des gros relativistes de merde, sachez que ce film ne peut que vous toucher. Et en soi, c'est quand même assez fort de montrer de l'empathie pour des personnages qui, quand même, voilà, encore une fois, se comportent comme des salauds en soi. C'est-à-dire que même si ils ont des raisons propres et qu'on sent qu'ils sont pas forcément très. Enfin, on sent qu'ils se sentent bloqués par la culture Le française. le film joue pas mal sur le pathos, justement sur ce que tu vas ressentir envers les personnages et à quel point tu peux être peiné pour eux au début. Oui. Voilà, mais encore une fois, je parlais tout à l'heure des scènes avec la mère du mec, voilà, c'est totalement ça. Mais en même temps, c'est identifiable parce que même qu'ils soient noirs, arabes ou je sais pas quoi, c'est des personnages qui en soi sont surtout, enfin, encore une fois, comme des jeunes adultes. Voilà. Mais, euh, mais du coup, oui, vraiment, même si il y a encore une fois beaucoup de défauts et que la fin est un petit peu, enfin, je trouve la fin en fait un pas raté, mais aurait mérité un coup de polish.
et qu'il y a quand même des thématiques. Bah, je trouve pas que le film aurait mérité d'être beaucoup plus, d'avoir une dimension thriller beaucoup plus accentuée. Bah, je suis content que le film existe et je trouve qu'il y a des scènes très efficaces, notamment la scène du métro qui est vraiment mais oh là Moi, là. qui joue très bien, et enfin, moi, sur vraiment la toute fin, genre, tellement de rage vers la fin du film que quand t'as le moment où, comment dire, quand l'autre arrive avec sa moto et son fusil. Oh là 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 là. J'étais Putain. là, j'ai eu ce moment où je me suis fait oui. Et ensuite, il y a une autre scène qui arrive plus tard et tu fais non. Ouais, Pitié, c'est un non. peu ça. Voilà, c'est un ping-pong encore une fois. Je sais pas si t'as encore deux trucs à dire sur les Rascals. Parce que encore une fois, j'ai vu le film il y a longtemps, donc le souvenir n'est pas frais, malheureusement. Mais Là, comme ça, non. bah à part Ce film est folle. si bah en fait j'aurais quand même un truc à dire, c'est que c'est un film qui encore une fois, Joker se propose encore une fois un film très grand public, ambitieux pour la France et qui réussit à faire dans sa première semaine moins de 20 000 entrées. Ah Je- si, peut-être au niveau de la musique, de la BO, vraiment pure du film, je trouve peut-être le thème principal un peu trop redondant ou facile. Hmm, peut-être, je m'en souviens pas pour le coup de celui-là. Mais du Et, coup, le truc qu'ils ont utilisé dans les bandes annonces avec la guitare là. ah oui, oui, d'accord, ok, je vois. Mais même, enfin voilà, enfin, bon, après je rigolais tout à l'heure sur le box-office, mais c'est vrai que c'est un film qui est vraiment grand public et qui, enfin, que vous en fait, que vous adhériez encore une fois comme Unicorns, que vous soyez là pour voir un film profond ou juste vous prendre une claque parce que vous voulez voir un film un peu énervé et tout qui parle de sujets un peu profonds. Enfin je sais pas, mais si vous voulez juste voir un film de gang, allez-y quoi. Si vous voulez juste voir un film à la Tarantino, allez-y aussi. Enfin, si vous êtes Tarantino peut-être pas parce que t'es moins dans la gratuité quand même dans les Rascals, t'as quand même tout un truc qui se développe tout au long du film plus que des explosions de violence qui vont arriver un petit peu pour satisfaire un envie ou un besoin, tu vois. Vu à quel point le film, dans sa conclusion, est quand même assez injuste. bah, Pulp Fiction pour moi c'est. Enfin, je sais pas, mais. Ouais, bon, en vrai, ça dépend un petit peu des films, mais en soi, on est beaucoup plus proche de Pulp Fiction que d'Inglourious Basterds, quoi. C'est plus ça que je voulais dire. Après, oui, enfin voilà, bon, après, je prends un exemple un peu tarte à la crème, mais bon, bah, le film fait tellement peu d'entrées, et Joker semble tellement être dans la merde que je me dis qu'il faut quand même les aider, les pauvres. Peu Euh, importe les arguments, allez le voir, c'est tout, même si vous avez détesté. Merci, s'il vous plaît. Vraiment, si vous avez une carte illimitée, passez devant votre cinéma, prenez la place et partez. Vraiment, même si vous n'avez pas le temps, allez-y, faites ça, s'il vous plaît. Gonflez les scores. Euh, Mais non, mais oui, aussi, un dernier truc, c'est que le film a quand même de vraies idées de mise en scène. D'abord, je me souviens d'une scène, c'était la scène du téléphone, pour pas spoiler, mais je pense que tu dois voir de quoi je parle, mais où on passe d'appel téléphonique en appel téléphonique. Est-ce que Oui, tu... oui, bah justement, quand ils font grossir un petit peu la rumeur autour des Rascals, C'est ça, voilà. qui mène justement à cette scène avec les Black Panthers et qui, enfin, vraiment, c'est bah, c'est un peu ça ce qui m'avait dérangé aussi avec les Black Panthers, c'est comment tu pars du début de la séquence et tu finis avec les Black Panthers qui font ce qu'ils font, je comprends pas. Bon, c'est parce qu'ils étaient... je crois que c'est les trichés, enfin, je sais pas, ou un truc du genre, enfin bref. Tant pis. C'était une sous-intrigue un peu à la con. On ne peut que vous conseiller de voir Les Rascals, du coup, à moins que tu aies un dernier truc à dire sur le film. Les Rascals. Même en termes de mise en scène, c'est con, mais l'espèce de plan séquence qui cut quand les mecs du GUD arrivent au QG, bah, à leur QG. Ah oui, ça, ah oui, je le vois ce truc. Effectivement. Il fait Euh, tenir son plan séquence qui a l'air de durer enfin, vraiment très longtemps et qu'il arrive à le cuter pour le faire tenir sur 30 secondes et de faire comprendre quand même qu'il y a tout un trajet qui a été fait, qu'il y a toute une strate de population qui a été traversée. hmm. Bon, bah, du Et la coup. dangerosité aussi, hein, putain. Ah oui, putain. La scène que je ne veux pas spoiler, mais où les Rascals font une joker à quelqu'un. Non, c'est pas les Rascals, c'est les mecs du GUD. Les mecs du good, oui, plutôt, pardon. Ouais, horrible la scène. Voilà, bisous. Mm. C'est là où les gens, parce que faut savoir ce qui était très drôle cette année, c'est qu'au film, il n'y avait pas d'interaction d'âge. Du coup, il y avait plein de mamies qui étaient venues et qui étaient en mode oh, on va voir un film sur les années 80, c'est cool, hein, oh là là. Et vraiment, t'entendais parfois des oh là là, oh, oh. Voilà. C'est le côté un peu West Side Story, tu vois des mecs un peu jeunes, un peu immigrés avec des blousons en cuir, enfin en cuir. Non, c'est même pas en cuir, mais C'est du avec des textile. blousons, c'est des bandes. Voilà, et Il ça il y, finit a une mal. il y a une fille dans l'eau dans l'histoire, Il y donc a une c'est fille dans le vraiment, lot, c'est horrible. C'est limite, j'imagine une version du film où c'est qui va choper la fille. Putain, mais c'est c'est horrible. ça, la version comédie musicale.
Oh l'enfer. C'est le film, c'est le remake de Spielberg qu'on attendait finalement, les Rascals. Voilà, ça peut vous, Ça vous- peut vous motiver. Voilà, exactement. Allez voir Les Rascals qui est actuellement en salle en France. Le film, vu que c'est un très bon film français, ne fera probablement pas beaucoup d'entrées. Du coup, vous avez intérêt à le voir cette semaine. Sinon, bah tant pis pour votre gueule. C'est déjà la fin du coup des deux films qu'on va voir, qu'on a vu tous les deux. Moi, il m'en reste un. Bon bah du coup, Yurko va devoir malheureusement quitter ce petite émission. Bah du coup, on a tenu 1 heure pour l'instant. Voilà, c'était ce qu'on s'était prévu. Mais vu le film qui m'attend, je les ai pilogués pendant 2 heures, donc c'est cool. Je pensais même qu'on prendrait moins de temps pour le faire. Ah d'accord, bon, bah tant pis, j'imagine. Non, Bref. tant mieux, au contraire. Ah ok, cool. C'est-à-dire qu'au moins on a pu savoir un peu de quoi parler, on a pu tenir un peu. Après j'ai l'impression d'avoir été très décousu. Mais... Oh bah écoute, moi je trouve que c'était sympa. Mais c'est parce que j'ai parlé de In the Panda, c'était trop long. Voilà. Non, C'était- ça a bon, pris genre 2 minutes ça va. bon bah du coup voilà, je te laisse. À bientôt pour cet À épisode, ce bientôt, podcast. bon courage, bonne soirée à toi. Tchuss. Mais nous en attendant, on est toujours là, on est toujours présent sur ce merveilleux podcast et il nous reste un dernier film dont il fallait que je vous parle. Parce que ce film, en vrai, sur certaines circonstances, je n'aurais pas parlé, mais il le fallait. Qu'est-ce que ce film? C'est Megan. What's wrong with you? Don't worry, Kitty. I won't let anything harm you. Ever again. It's nice to have. Megan, que je vais désormais appeler M3gan parce que c'est drôle la technologie LOL, est le premier film, enfin un des premiers films de Gerard Johnstone. Nouvelle production et distribution de chez Blumhouse, que l'on avait déjà vu dans, avec Black Phone cette année, ou encore d'autres trucs très joyeux mais dont je m'en branle. Enfin voilà, c'est Blumhouse, c'est un peu voilà, ce studio. Halloween Ends en fait, voilà, Halloween Ends dont on avait parlé la dernière fois. Le film a été vendu non pas sur son réalisateur qui n'avait rien fait quasiment, mais sur son producteur et ses co-scénaristes, à savoir le talentueux James Wan, détesté, lui qui avait troublé les passions avec son Malignante, lui qui avait fédéré avec Conjuring, Insidious et Saw, nous revient avec un script bizarre où M3gan est ou M3gan, miracle technologique, une cyberpoupée dont l'intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et la plus sûre alliée des parents. Conçue par Gemma, la brillante roboticienne d'une entreprise de jouets, M3gan peut écouter, observer et apprendre tout en étant à la fois l'ami et le professeur, la camarade de jeu et la protectrice de l'enfant à qui elle est liée. C'est beau, n'est-ce pas? Mais quand Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce de 8 ans, Katie, dont les parents sont soudainement décédés, elle n'est absolument pas prête à assumer son rôle. Débordée et sous pression au travail, elle décide de lier le prototype Megan, encore en développement, à la petite fille, dans une tentative d'espérer de résoudre ses problèmes sur ces deux fronts. Décision qui va entraîner d'épouvantables conséquences. Je suis désolé. Je viens de vous spoiler la moitié du film. Je voulais être positif dès le début, à part ça, je vais l'être. Je voulais commencer par un coup de gueule. Blumhouse, c'est pas la peine de faire des films de 1h40 qui en vrai durent 1h30-35. C'est pour que le film commence après 45 minutes. C'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Parce que. Alors en vrai, non, il commence pas à 45 minutes, mais. Vu ce que j'en attendais à la base, à savoir un film d'horreur, je trouvais ça léger pour être gentil, mais vraiment très léger. Maintenant, que dire? Pourquoi je suis allé voir ce film? Parce qu'au départ, je ne voulais pas y aller. Je vais être honnête, je ne voulais pas y aller. De l'horreur PG-13, moi, ça m'a calmé. M3gan, c'est un film qui a une très belle DA. C'est-à-dire qu'au-delà juste de James Wan, où j'encourage de le dire, mais pour moi, c'est vraiment du commercial. Le film a une DA vraiment cool. Et même si elle n'est pas non plus extraordinaire ou quoi, je trouve la DA, je trouve qu'elle a une identité. Voilà, c'est ça le mot, elle a une identité. Et du coup, je suis vraiment assez conquis par cette dernière et je me dis, waouh, c'est cool et tout, ça va être un film au moins agréable et visuellement cool à regarder, et quelques petites idées, ça a l'air sympa. À côté de ça, je reviens sur Megan, je trouve le personnage cool, c'est-à-dire qu'on quitte la poupée un peu moche, ou le petit truc à la Chucky, voilà, qui est pas forcément très, très grandiose. Et on a une poupée à taille humaine qui d'ailleurs combine à la fois du coup technologie
et en même temps une actrice qui joue très très bien pour le coup. Euh, et ça donne un truc, voilà, un petit mélange, un peu piqué d'hanneton, voyez-vous. Voilà, c'est cool. Et puis Megan commence, je commence à être mal à l'aise. En fait, ce qui est marrant avec ce film, c'est qu'il y a à la fois rien à dire, parce que c'est un énième film d'horreur fainéant, PG-13, donc en gros pour les ados à partir de 10 ans, quoi. Alors que c'est pourtant un film qui a la même interaction d'âge que Unicorn Wars, j'ai envie de pleurer. Et à côté de ça, bah, c'est un film voilà, qui fonctionne sur le jumpscare, qu'on n'est pas surpris, qui va avoir des ressorts narratifs clichés, qui n'est pas très travaillé au niveau de la photographie, qui est lambda, quoi. Mais il y a un truc qui, moi, me dérange beaucoup, et c'est la raison pour laquelle je vais en parler, c'est que c'est un produit symptomatique. Et je ne veux pas du tout parler d'or, hein, parce que là, c'est fini, il y a rien d'artistique dans ce film. Déjà, je vais commencer par un premier point. Vous qui allez voir ce film, n'allez pas voir un film d'horreur. C'est un sous-Black Mirror au mieux. Mais vraiment au mieux. C'est-à-dire que le film, tu présentes encore une fois comme un film de SF, encore une fois plutôt d'anticipation. On va avoir ce qu'avait déjà fait Black Mirror dans un court, du coup c'était également des courts-métrages en soi, qui était, mais qui était cette fois-ci matérialisé sur une tablette. Bah, du coup, je me suis dit, bah, comment ils vont faire tenir ça sur 1h30 en plus en devenant un film d'horreur. Là, ce que Black Mirror ne faisait pas trop, il restait toujours un peu à la lisière de l'horreur. Comment dire bah, non, en fait, le film ne fait pas peur. Enfin, je vais commencer par un détail. En fait, il y a des films comme Smile, dont je vais beaucoup revenir tout à l'heure, qui ne me font pas peur, et il y a des films comme Megan qui ne font pas peur. C'est très différent. C'est-à-dire que Smile, je vois en quoi le film a pu terroriser les gens. Je pense que la plupart d'entre eux sont des pré-ados, parce que, encore une fois, le film marche beaucoup sur le jumpscare, mais en soi, je comprends que par quelques petites touches, le film a pu déranger certaines personnes. Bref, le film puisse faire peur. Là, Megan, pas du tout. Ah, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est un film d'une fille anti-stèle qui n'arrive pas à faire le truc, moi, qui me semblait être pourtant le plus primaire dans un film qui se qualifie de film d'horreur thriller, à savoir de la tension. Il n'y a aucune tension dans Megan. Mais c'est pas parce que je vois, pourtant c'est le cas, qui va mourir, qui va pas mourir. Ah mais attention, il y a un personnage, je pensais qu'il allait mourir, mais pas du tout, incroyable. Non, c'est pas non plus parce que le film utilise des ressources narratives clichés. C'est parce que les scènes en elles-mêmes n'ont aucune tension. Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que le mec qui vient en plus, il pose ses couilles et disent les gars, ok, c'est PG-13, mais au départ, c'était beaucoup plus violent. Mais on a fait des reshoots, mais pourquoi on a fait des reshoots? Parce que, je prends l'accent américain, qu'est-ce qui se passe? Parce que, en fait, il se trouve que nous, on a vu qu'avec le sound design, on pouvait faire quelque chose de vraiment, vraiment terrifiant. Mais vous vous rendez compte, l'imagination apportée par le sound design est bien meilleure que ce fucking blood that we saw in the sadness. Yes, this is truly horrible. Wow, terrifying. Yes, so we reshoot. Donc ils ont refait les scènes sans le sang. Parce que le film, pour donner un autre idée, est moins gore qu'Happy Birthday, et même moins gore qu'Arthur Malédiction, et pourtant on ne pensait pas faire mieux. Et en vrai, j'ai même envie de dire, pour moi, c'est vraiment au niveau des escape games, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang. Il y a des morts, mais il n'y a pas de sang. C'est conceptuel, ce genre de film d'horreur où il y a vraiment... où les humains semblent plus faits de poupées... Enfin, semble plus poupée de son que je sais pas où je vais avec cette vanne. Bref, annuler tout, bref, c'est de la merde. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Maintenant, que dire si ce n'est que l'histoire est, comme je le disais, d'un intérêt confondant, c'est-à-dire que le film veut parler de deuil, attention, hein, de deuil. Parce que la petite fille, elle a perdu ses parents au début du film, et pourquoi? Parce qu'elle est casse-couille. Parce que ce n'est pas une fille en deuil que nous avons devant nos yeux, c'est une fille casse-couille. Et autant au début, je veux bien croire que la mort de tes parents t'a choqué, même si c'était ta faute, enfin, surtout que c'était ta faute, donc il y a la culpabilité, attention, mais par la suite, c'est vraiment une gosse casse-couille à qui, même s'il y a la théorie de l'attachement ou quoi, faudrait quand même, enfin, je sais pas, c'est pas la responsabilité de dire à ta gamine de claquer au lit, quoi. C'est vraiment, le sentiment que j'ai, c'est vraiment, tu pourrais ne serait-ce que déplacer la poupée, quoi, ou déplacer sa chambre, ou juste, je sais pas, lui foutre 2 claques, enfin, je sais pas, je comprends pas ce personnage, et puis, même en vrai, même si en vrai, les actrices sont pas forcément les pires, hein, c'est tellement redondant, c'est comme je l'ai dit, le film ne démarre jamais au bout de
45 minutes, ça commence à peine à virer dans l'horreur. C'est tellement chiant parce que, en soi, en vrai, les thématiques sont intéressantes, la théorie de l'attachement et tout. C'est quelque chose dans le film de possession de poupée qu'on n'a pas assez vu. Mais pourquoi faire ça? Pareil sur la technologie et sur le côté entreprise de jouets qui a causé en plus la mort de ses parents. Mais il y a cette phrase que je trouve d'un cynisme débordant qui est à quoi ça lui sert de lui acheter un jouet si c'est pour qu'elle reste sur sa tablette? Bah parce que putain, ça n'amène nulle part, ça ne fait rien, enfin c'est rien, c'est du vide qui est là pour faire rire les petits 12 ans. Et pourtant, bah, le film, encore une fois, était bien parti parce qu'il y a des thématiques qui sont intéressantes, notamment sur la technologie, sur la manière dont, plus ou moins, tout est connecté. Voilà, et c'est intéressant. Sur à quel point la technologie peut devenir. Internet peut devenir insubstantiel par des parents. À quel point certains peuvent lâcher les gamins dans la nature et les apprendre tout seul. C'est intéressant, ça. Pourquoi c'est pas exploité? Je veux dire, à la limite, c'est la gamine qui vit toutes les horreurs de Megan et vu qu'elle comprend rien, bah, elle ne dit rien, quoi. Enfin, je sais pas, mais non, c'est vraiment, c'est triste et je vais spoiler le film, mais à la fin, c'est tout fini bien, des oh là là, ah, c'est cool, hein, ah, on est devenus les meilleurs parents du monde, ouais, trop bien. Non, non, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a rien eu. Et du coup, bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que le film se repose sur des concepts à la con, mais ne va jamais les entretenir, ne va jamais les rendre probants. Ce sera toujours des concepts, ce sera toujours des idées, mais ce sera jamais des films. Maintenant, bon, que dire ensuite, c'est que le film est, comme je le disais, symptomatique. Il y a des détails qui font que le film est passé de truc nul à détestable. Déjà pour commencer, la réappropriation du concept de la poupée, c'est vu et revu, et moi j'attendais du film un truc, c'est qu'il réinvente ce concept. C'est quand même, je crois, la troisième fois qu'on vous parle dans ce podcast d'un film d'horreur. Le deux derniers c'était The Menu et du coup Arthur, où on commence à te inventer plein de trucs, plein de technologies qu'elle a et tout, et ça s'appelle les fusils de Chekhov. Et au-delà juste de être réutilisable, le fusil de Chekhov est censé permettre de. Enfin, c'est un élément qu'on met dans un film, il doit avoir une résonance à un moment donné. Sinon, il est inutile, superflu, et donc le film est mal écrit à ce niveau-là. Le film multiplie les scènes où on montre le personnage de Megan faire des trucs absolument incroyables. Le seul truc qui est utile dans le film, c'est c'est le fait qu'elle puisse changer de voix. Mais vu qu'elle a une voix robotique, techniquement, ça sert à rien. Mais bon, bah, vu que tout le monde est con dans ce film, pourquoi pas. Du coup, elle attire les gens comme ça, et voilà. Et c'est le seul ressort qui est utile du film, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui est cool, par exemple, il y a deux trucs qui ont fait agiter les gens, normalement, c'est le fait qu'elle puisse courir à quatre pattes. Et je vous spoil, mais en fait, elle chasse juste le gamin qui a fait chier pendant 10 secondes. Et ensuite, bah, il tombe tout seul, et du coup, elle n'a servi à rien. Et ensuite, il y a la scène de la danse, et du coup, elle danse. Sauf que bah, ça va pas plus loin que la danse, et du coup, bah, ensuite, elle tue le mec, et voilà. Et du coup, ça n'a servi à rien. C'est de faire de beaux TikTok. Et c'est chiant parce que c'est tout le temps comme ça, en fait, dans ce film. Et non, non, faut pas faire ça, en fait. C'est de la merde. Parce que du coup, j'ai aucune. Parce qu'en fait, déjà, je sais très bien comment chaque scène va finir. Parce que je sais très bien qu'à la fin, le mec va mourir et puis voilà, c'est fini. Mais en plus, putain, du coup, le film devient rébarbatif, lent et chiant. Mais surtout pire que tout. Du coup, le film n'est même pas fun. C'est quand même assez problématique, quoi. Le film est produit et entre guillemets scénarisé par James Wan. Mais il est où James Wan dans ce film? Je vois à la limite 2-3 passages, encore une fois, les passages un peu où le film commence à nous péter un câble. Mais le film ne pète jamais un câble. Et ça va être une questionnement de Billy Fortino ou quoi? C'est juste une questionnement d'écriture. Le film ne va jamais aller plus loin que son idée de base. À savoir un film de poupée démoniaque. Qu'en plus, on sait même pas en soi. Enfin, pareil, enfin, j'ai à peine compris pourquoi est-ce qu'elle se mettait directement à chasser des gens. Et pourquoi en soi même elle désobéit à la personne qu'elle lit. Ça aurait pu être intéressant qu'elle participe à ces conneries. Que ce soit juste de la vengeance et qu'elle ne veuille pas aller aussi loin. Mais non, parce que le film n'est pas assez intelligent pour ça, non. Non, c'est juste, elle est méchante. Mais heureusement, la mère, elle est gentille. Voilà, super, connard. Enfin, je sais pas, il y a tellement de trucs à dire sur ce film qui vont pas. La musique passe du Europacorp sur 20 qui donne des trucs.
un peu iconique, mais c'est juste destiné à aller sur Disney Channel, à le Blumhouse classique, à savoir les petits sons d'ambiance là. Voilà, vraiment les trucs pour créer le jumpscare quoi. Et puis à côté, bah, c'est mou, c'est terne, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'effort fait sur le film, y a rien. Et j'aurais pu m'arrêter là. Mais il y a un dernier truc dont je vous ai pas dit et qui fait que j'ai parlé de ce film, et qui est la cerise sur la merde. Alors non, il y a deux trucs. Déjà, pour commencer, Blumhouse avait déjà distribué un film de science-fiction simili-horreur qui était Upgrade. Upgrade, c'était un film qui était réalisé par Lee Whannell juste avant qu'il fasse Invisible Man. Et Upgrade, c'est l'histoire d'un mec qui a une puce dans son cerveau qui lui permet de ne plus être tétraplégique. Et cette puce va l'ordonner de faire un truc, se venger des mecs qui ont tué sa femme et l'ont rendu handicapé. Voilà, c'est un film, c'est une vraie série B, plutôt graphique, très sympa, qui, tout en étant divertissant et fun, décomplexé, bah, reste aussi un film qui n'hésite pas à tomber dans quelque chose d'un peu plus Philippe Cadikien, à vraiment être nihiliste par moment, et du coup mémorable. Megan n'a rien de ses qualités, si ce n'est le fait que ce soit, parmi toute la ribambelle de films sur la possession démoniaque ou je sais pas quoi, un film de poupées, technologico, je sais pas quoi. Voilà, et puis ouais, aussi, bon, ouais, ça c'était le truc le plus James Bond du film, mais le fait que t'es quand même un personnage qui batte littéralement tous les diplômés d'Harvard en termes de processus technologique ou je sais pas quoi, parce qu'elle essaie de faire sa poupée en une semaine. T'es en mode non, mais non, non, faut arrêter là. Non, 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 là, je ne crois plus au film, c'est fini. Mais du coup, la cerise sur la merde, c'est que le film a été applaudi, mais pas qu'un peu. Parce qu'il y a plein de films cette année qui ont été applaudis d'horreur. Smile notamment a été applaudi. Black Phone a été applaudi et comprends pourquoi ils ont été applaudis. Black Phone, je suis plutôt content et pour moi c'est un film que j'aime bien. Mais Smile, j'ai pas été sensible au film, mais j'ai vu de l'effort. J'ai vu de l'effort dans l'entité, j'ai vu de l'effort dans entre guillemets les intentions du film, j'ai vu de l'effort dans ces digressions, c'est-à-dire que le film n'est pas que du jumpscare, il y a quand même une partie un peu plus sanglante, même si j'ai trouvé que le cahier des charges était trop volumineux. Mais je vois un effort, c'est-à-dire que c'est pas juste action vérité, mais sans action vérité quoi. Mais là, là non seulement le film n'est qu'une merde encore une fois, mais en plus ça a été encensé. Mais quand je dis encensé, c'est que je regarde un peu les top Blumhouse ou quoi, le film est pas loin, si ce n'est à égalité avec Get Out. Non, non, là juste non, enfin, c'est pas, là c'est même pas une question de goût, quoi. C'est une question de bon sens, d'où tu mets un film aussi peu réfléchi, aussi générique, aussi bas de gamme, aussi peu terrifiant et aussi inintéressant que Megan, que M3 pardon, et tu le mets à côté d'un des films qui est tout son contraire. Il a coûté moins cher en plus. Là vraiment je peux pas. Et pareil, beaucoup vantent le côté comique du film, mais non. Déjà Black Mirror avait déjà fait des études comiques et honnêtement je trouve que c'était un peu les moins bons et c'était déjà plus intéressant. Mais là la comédie ça passe soit par le fait que ce soit ridicule, soit par le fait que ça soit gênant. Enfin, je sais pas, mais moi personnellement, j'étais plus affairé en train de vraiment de rigoler parce que c'était nul à chier et parce que c'était que des jumpscares à la con que tu voyais, que tu voyais venir à 10 km. Mais non, non, mais c'est encore pire que ça en fait. Non, c'est le film. Des gens disent que c'est une fable sociale, etc. Mais mon cul, mais là, mais non, non, je ne réponds pas de rien. C'est-à-dire qu'il faut aller voir des films. C'est quand même pas la première fois que vous voyez un film d'horreur. Les films d'horreur ont toujours été sociaux. Les films d'horreur ont toujours pu parfois avoir une dose d'humour. Ne serait-ce que Scream par exemple, putain. Que ce soit le dernier qui est assez moyen mais qui a quand même des idées, ou le premier de Wes Craven, enfin la quadrilogie de Wes Craven, il y a quand même une partie quand même fun, décomplexée, que tu retrouves jamais dans Megan. Dans M3 Gun plutôt, c'est lisse, c'est consensuel. Et quand je dis c'est dépourvu de fun, le film a 32 idées à la seconde, mais ne les exploite jamais. C'est juste un hocher, un truc que tu mets à ton bébé ou pas qu'il meurt d'anévrisme. C'est terrible. J'avais pas vu ça depuis un raccourci dans le temps. C'était du Disney, putain. Du Disney. Et puis, bah, la cerise sur la merde, c'est qu'ils veulent faire une suite avec leur merde. Enfin, c'est. Enfin, voilà, je vais pas en parler davantage. Parce que j'ai pas envie de faire de la pub davantage à ce film, à cette merde. Mais non, plus jamais, mes gars, même 3 gains, plus jamais. J'arrête de me faire avoir par ce genre de conneries. C'est vraiment. C'est plus du bas de gamme à ce niveau-là, c'est de l'escroquerie. Et moi qui pourtant
et la sympathie pour Blumhouse, là pour le coup, je trouve qu'ils ont été irrécupérables. Et du coup, je vous invite à ne pas aller voir Megan et aller le boycotter en salle. Voilà, c'était la fin de ma critique sur Megan, mon petit avis sur Megan à chaud, enfin à chaud, j'ai vu le film il y a une semaine, plus d'une semaine. Enfin bref, changement de micro comme vous avez pu le voir, puisque au dernier moment je me suis dit que ce serait quand même sympa de vous parler de 2 coups de cœur que j'ai vus très récemment. Et on commence avec un premier et un français, avec notre calamie nationale qui se nomme Les Cyclades. La petite Blandine Bouvier est attendue par sa maman au comptoir information. C'est elle la petite? Bah oui. C'est toujours compliqué les séparations. Mais après ce voyage, tu te rappelleras même plus de son nom. On est en Grèce. Davis Rousseau. J'en fais trop, c'est ça? J'ai plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Koufane, tu vois. Mais là, t'as payé pourquoi? Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on descend plus tard. Ah d'accord, donc c'est une arnaque. Petite. Les Cyclades, ça raconte Les Cyclades racontent l'histoire de Blandine Magali qui, alors adolescente, était inséparable, mais après plusieurs années, elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se recroisent à nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles, mais aussi ses galères, car les 2 anciennes amies sont désormais une approche très différente des vacances et de la vie. Alors pourquoi ai-je vu ce film qui se marquait un petit peu comme là l'énième comédie franchouillarde, un peu concon? Et bien parce qu'il y a du casting, entre Christine Scott Thomas qui fait un petit coucou, Olivia Coates qui a le rôle principal et surtout Laure Calamy. Voilà, vous en avez déjà parlé avec Un Platan, on vous en avait encore redit toujours plus de bien avec L'Origine du Mal, et je vous en avais dit tout l'amour que je pensais d'elle avec Annie Coller, et il se trouve du coup que Les Cyclades, j'y suis allé pour elle. Voilà, c'est-à-dire que si elle n'y était pas, moi j'en ai un peu rien à foutre. Et j'ai eu tort, parce que le film est vraiment cool. Alors je vais évacuer les défauts, mais qui sont parfois quand même assez problématiques pour ce genre de film, qui est surtout le tempo comique en fait, parce que du coup c'est une comédie qui peut se catégoriser comme dramatique, je vais y revenir, mais en soi Les Cyclades est vraiment plutôt fun à suivre, assez, voilà, vraiment agréable. C'est ça le mot que je donnerais, c'est plutôt agréable, mais le tempo comique du film est, je trouve, assez étrange, ou du moins j'arrive pas vraiment à en situer un précisément, à réussir, ouais, à en trouver un vraiment, enfin, en fait je trouve que juste le film n'arrive pas à faire rire, et c'est le problème que j'ai. C'est peut-être que c'était pas l'intention du film, mais en tout cas je trouve qu'en termes de rire, on est assez bas, voilà, c'est bien dommage. Aussi, je trouve que le film a une structure assez répétitive, il est beaucoup trop long, il dure 1h50. Pour ce genre de film, c'est vrai que même si on sent pas trop passer le temps, il y avait quand même, il aurait quand même fallu revoir certaines choses, et notamment certaines révélations qui vous êtes faites dans les 10 dernières minutes du film, et où tu as l'impression que ça aurait pu être vecteur dans le dernier acte en fait. Et c'est bien dommage. Après, aussi oui, le côté un peu carte postale, voilà. Mais bon, on parle d'un film qui met en avant le grand bleu de ces 2 dernières minutes, et vu que je suis besson sexuel, vous vous dites bien qu'effectivement, oui, j'ai adoré Les Cyclades. Enfin, en tout cas, j'ai adoré dans le sens du petit film qui n'a juste voulu que mon bonheur et mon amour, et aussi parce que Laure Calamy. Voilà, c'est-à-dire que je pourrais tout résumer à elle en fait. Elle porte le film alors qu'elle a techniquement un second rôle, mais non, vraiment, c'est une grande actrice. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est une grande actrice qui va aller très très loin et qui là était un petit peu bloquée, j'ai l'impression, dans des rôles de thriller, pas forcément très joyeux. Et là elle renoue un peu avec la comédie comme elle avait déjà pu faire avec Annie Coller, même si ça restait assez léger, mais moi qui m'avait fait hurler de rire dans Antoine et Seven. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, la réalisatrice d'Antoine et Seven refait un film avec elle, Cocorico. Mais mis à part ça, non, moi vraiment je suis ravi d'avoir trouvé Laure Calamy, parce que vraiment je trouve qu'elle a réussi à la fois à être incroyablement drôle, même si elle me fait pas rire, parce qu'elle dégage une énergie, une envie de vivre qui m'a à la fois vraiment beaucoup touché, dans le sens où vraiment le film m'était agréable grâce à elle, et pas à Olivia Coates qui était toujours casse-couille globalement, mais c'est son personnage, c'est pas du tout l'actrice qui est excellente dans le rôle aussi. Mais à côté m'a beaucoup ému parce que justement cette envie de vivre, c'est vraiment il y a un petit côté un peu Amélie Poulain, cette idée, c'est tellement feel good, il y a tellement de bonnes ondes que tu as envie un petit peu de changer ta vie, que tu as envie de repenser un peu comment tu penses.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est un film qui, je pense, pourra vraiment faire du bien à beaucoup de gens. Et dans la salle où j'étais, même si on n'était pas forcément nombreux, bah, il y avait vraiment une énergie positive qui dégageait de l'ensemble. On sentait que les gens étaient touchés par le film. Et moi, c'est quelque chose que je recherche beaucoup dans la comédie, parce que très souvent, c'est juste des vannes. Et à la fin, c'est tout le monde il est gentil, tout le monde il est méchant. Non, là, les Cyclades réussissent déjà non seulement à ne pas être manichéens, à dévoiler des enjeux très forts, même si c'est assez maladroit dans certaines parties, mais en plus, oui, d'être quand même assez ambitieux parfois dans sa qualité mise en scène, même si techniquement, voilà, même si en termes de mise en scène, le film est très bon, en soi, je trouve quand même qu'il y a des fonds verts qui sont assez dégueulasses. Voilà, et c'est dommage. Mais en soi, ouais, vraiment, les Cyclades, je le retiendrai juste pour ça. Plus que d'être un bon moment parmi tant d'autres, c'est un film ultra touchant. Pas parce qu'il fait pleurer, mais parce qu'il réussit à aller chercher des émotions qu'on n'a pas l'habitude de voir en cinéma, enfin plutôt d'aller chercher dans une profondeur qu'on n'a pas l'habitude de voir en genre de film surtout. Parce que dans le cinéma, en vrai, si, j'en peux en trouver plein, mais vraiment, c'est le genre de truc où tu peux y aller un petit peu à rebours en disant ouais, ça va être mignon et tout, mais en fait, au final, tu te prends un revers qui est, je trouve, à la fois d'une beauté formelle et sentimentale, mais en même temps d'une douceur, moi, qui m'a mis aux larmes. Et du coup, je ne peux que vous conseiller les Cyclades, qui racontent une très belle histoire d'amitié, qui racontent une très belle histoire de rédemption, qui racontent juste une très belle histoire, et par-dessus tout qui réussit à ne pas tomber dans les clichés français, à ne pas... Voilà, bon, après, même si voilà, les quelques... les thématiques qui font le film, il y en a beaucoup qui sont assez, on va dire, assez communes, qui sont assez... qui pourraient mettre au final du bon sens. Mais c'est toujours bien de se les rappeler, ces bons sens. Surtout, c'est toujours bien de le faire avec autant de douceur, aussi peu de cynisme. Très souvent, c'est ouais, la thématique elle est drôle, et donc du coup, on va vanner dessus et tout. Euh, voilà, moi je trouve que le film est juste très bon. En termes de comédie populaire, qui va pas avoir un peu le côté un peu plus bizarre de l'année du requin, un peu plus genre que pouvait avoir Petite Fleur ou quoi. Juste en termes de comédie populaire, pour moi, c'est avec les vedettes parmi les meilleures comédies populaires qu'on a pu avoir cette année. Principalement parce que comme les vedettes aussi, il y a tout qui est bien construit, même si on sent qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Vraiment, on sent qu'il y a de l'amour. Et je ne demande que de l'amour dans le cinéma, donc je ne peux que vous conseiller de voir les Cyclades si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un. Bref, c'est génial, vraiment. Et merci Laure Calamy. Je sais pas si tu m'entends, mais Laure Calamy, vraiment, putain, merci parce que t'es une des plus grandes actrices qu'on a en France et t'as réussi à faire quelque chose, moi, dans ce film qui m'a juste mis aux larmes. Et je ne peux que te remercier. Voilà. Si jamais tu m'écoutes, j'espère. J'espère vraiment, parce que je suis vraiment ému, pouvoir un jour prendre un verre avec toi et discuter ne serait-ce que 5 minutes, parce que ça doit être un grand moment. Voilà, déjà que voir tes films, c'est toujours des grands moments. Là, ça doit être. C'est mon rêve de rencontrer Laure Calamy. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et du coup, voilà, je vais aller voir les Cyclades. C'est trop cool. Et on passe au dernier film de ce podcast. C'est vraiment le dernier film cette fois-ci. Un autre film que vous avez peut-être un peu plus entendu parler, mais sur lequel je voulais quand même revenir un peu plus en profondeur, et qui était les Banshees d'Inisherin. Do you know who we remember for how nice they was in the 17th century? Who? Absolutely no one. Yet we all remember the music of the time. Everyone to a man knows Mozart's name. I don't, so there goes that theory. Can't be waiting around for any more of this madness. Let's just call it quits. We won't call it quits. We'll call it the start. Les Banshees d'Inisherin est le nouveau film de Martin McDonagh. Martin McDonagh qui avait notamment réalisé Bon baiser de Bruges, 7 tueurs, je crois, si je dis pas de bêtises, et surtout Free Billboards et le panneau de la vengeance. On y retrouve cette fois-ci Colin Farrell et Brendan Gleeson qui, sur Inisherin, est isolé au large de la côte ouest de l'Irlande, séjournent du coup ces deux compères, Padraig et Colm, qui se retrouvent dans une impasse lorsque ce dernier décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraig n'accepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominique, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraig ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et provoquer une série d'événements qui ne peut qu'amener à une fin, vous verrez. Les Banshees d'Inisherin, donc...
Franchement, même si le film avait quand même remporté 2 prix à Venise, sur le prix du meilleur acteur pour Colin Farrell, qui joue donc du coup Patrick, et aussi de prix du scénario, ce qu'il avait déjà remporté avec Three Billboards, c'est le genre de film, moi, qui me faisait un petit peu ni chaud ni froid. C'est-à-dire que je voyais la bande-annonce, je voyais les affiches, le synopsis, je me disais, ah ouais, ok, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, c'est... Ouais, ça va être un bon film, hein, sûrement, je n'attends que ça, mais... ouais, bon, je suis pas motivé. Et puis, moi, quand je vois un peu et attention, grande connerie, quand je vois un petit peu la filmographie du réalisateur, je me dis, bah, c'est pas mauvais, mais c'est un petit peu, ouais, ça fait un peu Oscar à la con, enfin, je sais pas, mais vraiment, j'étais pas, ouais, je me disais, ok, puis c'est une comédie dramatique, vraiment, j'étais pas engagé dans le film. J'y suis allé parce que j'adore voir des films et parce que tout le monde en disait le plus grand bien, donc je me suis dit, bon, bah, on va quand même tenter, hein, on sait pas. Et j'ai bien fait, parce que c'est très bien les Banshees of Inisherin, et c'est dans la parfaite continuité, parce que du coup j'ai rattrapé hier Three Billboards. Que dire, Snake, déjà c'est un réalisateur qui vraiment est dans un pur style, qui ne fait que changer, enfin qu'amenuiser au fil des films, même si j'en ai vu que 2 techniquement. Et que bah du coup, alors les Banshees, je vais revenir très peu sur les points négatifs, même si bon, les points positifs sont au final ouais, enfin, sont vraiment visibles quoi. À savoir que c'est très bien shooté, c'est-à-dire que c'est vraiment le film est en plan large et vraiment tu ressens la beauté des paysages irlandais, tu ressens aussi vraiment la beauté de la mise en scène, qui ne va pas forcément jouer sur des grands effets de style, mais qui va parfois laisser vraiment juste les décors s'exprimer par eux-mêmes, jouer sur la lumière, jouer sur la photo. J'ai roté, excusez-moi. Beaucoup de choses vraiment cool. Et à côté de ça, bah, le jeu d'acteur est effectivement excellent, surtout chez Colin Farrell. Ils réussissent très bien à la fois à chercher un jeu très caractériel, vraiment comme dans Three Billboards, un côté très Amérique profonde, qui parle avec un côté très familier, en même temps l'accent et le langage irlandais, vraiment très le patois irlandais, qui n'est que ouais, fait vraiment excellent en fait. Et en plus de ça, bah, évidemment, comme Venise a pu le faire remarquer, ça joue très très bien. Colin Farrell en tête, mais au final, il y a aussi Kerry Condon et Barry Keoghan qui jouent du coup les autres personnages du film, mais quasiment tout le monde est excellent. Vraiment, ils ont tous un charisme, une force, moi que je trouve absolument incroyable. À côté, t'as Colin Farrell qui vraiment est ce petit mec un peu niais, un peu simplé, trop simplé, justement, c'est ça qui lui déplaît à Colm, qui est pareil impérial dans son rôle. Et aussi, faut le dire, c'est aussi un film dans lequel les animaux sont parmi les meilleurs acteurs de l'année, hein. C'est-à-dire qu'on a du coup un chien pour Patrick qui est à la fois, enfin, je peux pas dire parce que c'est spoil, mais vraiment assez pareil, un peu caractériel, hein. Et un âne qui ne bat malheureusement pas celui d'Eo et surtout celui d'Antoine dans les Cévennes, mais qui ne pourra que vous émouvoir. Parce que oui, bah, il entretient une relation d'amitié avec Patrick qui est magnifique. Et encore une fois, le scénario est cool, quoique c'est peut-être sur ce scénario que je vais m'arrêter, parce que j'ai un petit problème avec les Banshees et Inisherin, et c'est déjà un problème que j'avais avec Three Billboards. C'est qu'en fait, je trouve que le film, il y a 1h30 qui sont exceptionnels. Vraiment, il y a 1h30 du film qui, selon moi, réussit à la fois à vraiment jouer sur les deux genres que sont la comédie et le drame, à la fois jouer sur ce côté très histoire tragique, vraiment la souffrance assez pure, et en même temps un côté beaucoup plus comique, limite ridicule dans la situation, pathétique aussi, peut-être plus approprié, de voir ce mec tout penaud, tout paumé, vraiment supplier son ami de venir, mais même parfois même avec un ridicule. On sent que c'est voilà, c'est encore une fois, comme je disais, Claire Skull, c'est un paumé, et on sent de l'empathie en même temps pour lui, qui est forte, et pour moi ça conjugue avec la meilleure scène du film selon moi, qui est celle où il va aller où il va aller du coup vendre son lait à une épicière. Je vais pas vous dire ce qui se passe dans la scène, mais pour moi ça vraiment, t'as à la fois le côté très burlesque du film, et en même temps un côté beaucoup plus tragique, beaucoup plus noir, beaucoup plus fort, que j'adore et qui vraiment m'a fait monter aux larmes, qui va aussi du coup avec le personnage du coup de Dominique, qui se fait violenter par son père, et on ressent une vraie force, dont on ressent le dérangement, dont vraiment il y a une force à ce niveau-là.
Mais que ce soit les 20 premières minutes et les 10 dernières minutes, je trouve que ça devient beaucoup plus simple. Plutôt beaucoup plus commun, beaucoup plus facile, beaucoup moins fort et surtout beaucoup moins un peu plus déjà vu, assez attendu. Ce qui fait que j'étais moins à fond dans le film et là où j'aurais pu le mettre dans mon top 30, en fait, il n'est que dans mon top 50-60 parce que je trouve qu'il s'est un peu reposé sur ses acquis, que c'est devenu un peu plus simple et que passer la surprise, notamment qui se déroule à la moitié du film, le petit turn-out, enfin turn-out, je peux se dire, mais il y a vraiment un moment où le film change de direction et passe vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sérieux a priori. Mais je trouve voilà que le côté tragique me supplante parfois un petit peu trop le côté comique et au contraire au début c'est plus le côté comique et en même temps c'est que des attendus et voilà. Et à côté je trouve que le film a pareil aller chercher quelque chose du côté de la morale de est-ce que c'est moral de faire ça père parce que oui enfin du coup il va voir un prêtre voilà enfin c'est super intéressant tout ça, c'est déjà quelque chose qui avait été abordé beaucoup plus en profondeur dans Free Billboards mais voilà je trouve ça presque creux à certains moments, je trouve ça un peu penaud. Il y a quelque chose qui manque dans ce film pour vraiment en faire un très grand film comme j'ai pu l'entendre. Et peut-être que c'est parce que j'ai pas été touché par le film. Mais en soi, là où en plus pareil, il y a plein d'idées pareil de je veux dire penser de gags, notamment avec cette sorte de sorcière vraiment qui à la fois est terrifiante mais en même temps est vraiment a toujours dans son exécution humoristique qui est quelque chose de délicieux. Et pareil, la BO est sublime, notamment ce thème des Banshees d'Inisherin que compose Colm et qui est absolument sublime. Il y a tout pour vous plaire dans les Banshees d'Inisherin, donc ne soyez pas aussi pif froid que moi, mais je le dis encore une fois, j'ai eu du mal un peu avec le film pour vraiment, parce que quand on voit 200 films dans l'année, il est vrai que ce genre de film, on aime pinailler pour aller chercher les défauts, et ceux-là, je les ai quand même pas mal vus. Du coup, allez-y, mais vraiment allez-y, allez voir ce film, il est excellent. Mais je garde quand même de vraies réserves dessus, des trucs qui font que je ne peux pas non plus vous le conseiller plus que Unicorn Wars par exemple, voilà. Mais en tout cas c'est un excellent film, je comprends tout à fait les divers récompenses qu'il a et j'en suis même très heureux, vraiment je trouve ça super. Et vraiment cool, vraiment allez-y, n'hésitez pas. C'est un film qui pourra plaire à la fois les néophytes complets qui n'y connaissent rien, qui vont juste pour Colin Farrell, encore une fois, est impérial dans son rôle, impérial. Je pense qu'il n'a jamais été aussi bon de l'année et pourtant il a failli me faire pleurer dans After Yang et il était pareil absolument incroyable dans The Batman en pingouin et il ne fait que monter dans mon estime. Mais voilà, allez-y, ça pourrait vraiment vous plaire. Moi j'ai été un peu plus en recul, mais c'est un film qui fait l'unanimité dans le bon sens, c'est-à-dire que très souvent c'est des unanimités un peu molles en mode oui bah c'est bien ouais mais j'aurais oublié demain quoi, et du coup tout le monde dit que c'est bien mais tout le monde oublie de le dire qu'il l'aurait oublié demain. Là non, c'est un film qui va je pense me rester dans beaucoup, qui ne m'a pas touché mais qui risque vraiment d'en émouvoir et d'en heurter certains. Voilà, sachez juste ouais, que le film par contre, ça je l'ai pas dit mais pareil, fait quelque chose dans la violence, notamment la violence un peu pas forcément morale mais vraiment juste qu'est-ce que ça fait, enfin ouais, vraiment comment est-ce que les mots peuvent atteindre des gens, peuvent détruire des gens et comment les actes aussi peuvent être violents. Mais je ne vais pas en dire plus, même si, bon bah encore une fois, le CNC montre à quel point ce sont des connards parce qu'ils gagnent de l'argent sur ça et tu te dis non, non, vous ne devriez pas gagner de l'argent, non, ne faites pas ça. Mais bref, allez vraiment chez Inisherin et c'est l'heure d'arrêter ce podcast qui aura duré du coup un peu plus de temps que prévu, mais comme je vous l'ai dit, bah, on voulait vraiment rester sur quelque chose un peu plus simple, transitionnel pour du coup le prochain épisode. Comme je l'ai dit, je ne sais absolument pas si on va parler de Babylone. Enfin, on parlera de Babylone, oui, mais si on fera du coup un épisode pour la sortie de Babylone. Si ce n'est aussi, oui, bah, vous dire que Terrifier 2 c'est très bien. Enfin, voilà. On fera probablement un petit épisode encore une fois pour arrêter de film. En tout cas, merci de continuer d'être ici sur ce podcast. C'est super sympa de votre part. Voilà, j'ai pas beaucoup de messages, mais j'en reçois quelques-uns et vraiment ça me fait toujours ultra chaud au cœur. Bref, prenez soin de vous. Allez voir des films, c'est ce qui compte le plus dans la vie. Et enfin en tout cas pour moi mais voilà, ça nous permet un peu de sortir de ces merdes, de cette tristesse hivernale qui nous corrompt tous un peu plus chaque jour. Voilà, allez des bisous et passez une très bonne journée je l'espère sur la perche anguine. Bye bye.